72 jours avant les attentats du 11 septembre, le 1er juillet 2001, le chef du centre de l'anglais de la NASA a présenté une conférence dont le PowerPoint a été publié sur le site de la NASA. Le document a ensuite été retiré, mais comme chacun sait, Internet permet parfois d'archiver des documents clés, qui peuvent manifester certains écarts, certains décalages entre la volonté affichée de certaines officines et ce que les masses s'imaginent d'elles, avec d'autres volontés, plus secrètes et moins populaires, comme celle de précipiter les programmes militaires dans une course à ce qui pourrait bien un jour finir par se retourner contre l'homme. J'ai souhaité traduire ce document pour que les francophones sachent de quoi il retourne, malgré sa rédaction simplifiée par des acronymes relativement inconnus de la plupart des gens. Certains passages nécessitaient donc une explication de ces termes et de ces acronymes. Je ne commenterai cependant pas toutes les diapositives, mais j'ai tout de même souhaité m'arrêter sur certaines d'entre elles contenant des termes dont la présence en 2001 dans un exposé de dirigeants de la NASA devrait nous interpeller, parce qu'ils précèdent bon nombre de théories du complot apparues récemment, comme la possibilité d'une société orchestrée par l'IA, ou encore les nanotechnologies et les nanotubes de graphène, etc. J'ai fait défiler les diapositives que je ne commenterai pas, de sorte à ce que chacun puisse faire pause à tout moment dans la vidéo. Mais voici donc le document qui commence ainsi. Enjeux stratégiques futurs, guerre future, circa 2025. Donc voici la première page. On voit d'emblée déjà qu'il y a une date qui est annoncée et qui parle de circa 2025. Donc circa, on pense au cirque, on imagine assez bien qu'en 2001, le scientifique Bushnell pensait qu'il allait se produire des choses en 2025. Et ce n'est pas le seul à avoir annoncé cette date-là, puisqu'il y a un autre document qui lui aussi fait mention de cette date 2025. Donc je vous mets aussi à l'écran ce document qui s'appelle Operational Analysis for Air Force 2025, qui est donc un document d'évaluation qui est celui-là extrêmement long, que malheureusement je peux pas traduire. Il s'agit ni plus ni moins que d'une présentation de diverses technologies pour 2025, une fois de plus. Donc j'en reviens sur le circa 2025 qui est beaucoup plus synthétique. Donc nous avons la première page ici, enjeux stratégiques futurs, guerre future circa 2025, avec 2 points. Capacité de l'ennemi d'après prochain. Alors j'ai traduit littéralement, mais effectivement dans ce document on va avoir plusieurs fois référence à un ennemi pendant le cirque 2025. Donc ce premier point, capacité de l'ennemi d'après prochain, avec un tiret, révolution technologique mondiale en cours et tendance économique. Un deuxième point précise nature potentielle de la guerre à plus long terme. Donc on sent bien qu'il s'agit de stratégie de guerre. Je rappelle que le document a été posté sur le site de la NASA, dont on s'attend normalement pas à ce que ce soit une équipe qui se charge des questions de guerre. Dans l'imaginaire collectif, la NASA, c'est surtout la conquête de l'espace, c'est envoyer les hommes sur la Lune, envoyer les hommes sur Mars. Et j'invite toutes les personnes qui n'ont pas eu vent de mes travaux au sujet, par exemple, d'Elon Musk et de toute la propagande USA concernant la conquête de l'espace, à retrouver mes conférences sur Donald Trump. Donc effectivement la NASA, on ne s'attend pas à ce que ce soit un organisme qui s'occupe des questions de guerre. Pourtant, quand on y réfléchit bien, on sait que Elon Musk aujourd'hui se place en situation telle que l'avait prédit le livre de Wernher von Braun, sous une forme de pape de l'espace en fait, c'est-à-dire quelqu'un qui va maîtriser toute la communication par le biais de ses satellites et de son fameux réseau Starlink. Et donc il travaille étroitement avec la NASA et on peut donc comprendre qu'il y a une relation effectivement entre la NASA et les objectifs de guerre quand on comprend que la guerre est passée dans le domaine de l'information. Et donc forcément, tout support qui permet le transfert des ondes, et donc là je pense évidemment à la 5G, à la 6G et à tout ce genre de technologie, fait partie de l'attirail guerrier. Et donc on comprend maintenant la relation entre la NASA et l'armée. D'ailleurs, Elon Musk travaille évidemment très étroitement avec la NASA, puisqu'il s'agit de technologies qui tendent à faire une conquête de l'espace. Et là je ne parle pas de l'espace profond, je parle uniquement de l'envoi des satellites autour de notre planète. Donc, page suivante, les robots et les Borg et les humains vous souhaitent la bienvenue en 2025 après Jésus-Christ. Alors, on comprend bien à ce moment-là qu'effectivement, d'après Bushnell, en 2025 après Jésus-Christ, ce ne seront plus les humains, mais les robots et les Borg qui vous souhaiteront la bienvenue. Page suivante, cette présentation, basée sur le travail futur, pour et avec, et là nous avons une liste d'organismes. Nous avons l'USAF
2025, l'USAF, donc ce sont les forces armées des États-Unis. On a le National Research Council, donc le Conseil de recherche nationale, Army After Next, nous avons l'ACOM Joint Futures, la SSG du SNO, l'Australian DoD, département de défense australien, le NRO DSB, la DARPA évidemment, l'ASBC-COM, l'ADIA, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois avec le fameux Michael Flynn, la FSOC, l'EB, l'AU, la CIA bien évidemment, le STIC, le LM, l'IDEA, l'APL, l'ONA, les SEALs, l'ONI, le FBI, la WC/SSI, la NSAP, la SOCOM, la CNO, la NSAP, la COCOM, la CNO, MSCIC, la JWAC, la NAIC, le JFCOM, l'ATACOM, le SACLAN et l'OOTW. Alors, je vous invite à faire vos recherches. Évidemment, il s'agit d'organismes dont on comprend bien que ce sont à la fois des forces armées, des forces spéciales, des forces de PSYOP, des forces de l'intelligence, des forces des services des renseignements, et tout un tas de corps constitués qui, ensemble, doivent être coordonnés. Page suivante, on nous dit « Cette présentation, premier point, est destinée à inciter à la réflexion et à la discussion. » Alors effectivement, on est en 2001, donc ces choses sont, pour l'instant, des choses qui, à la fois contiennent des informations qui sont connues et à la fois des champs qui sont spéculatifs. Deuxième point, est basé dans tous les cas sur des données, tendances, analyses, technologies existantes. Alors, pour comprendre ça, c'est un casse-tête parce qu'on nous dit aujourd'hui que certaines technologies sont des technologies émergentes. Pourtant, on parle à ce moment-là de technologies qui sont existantes. Je vous renvoie à ma dernière traduction de Charles Morgan où, de la même manière, il présente toutes ces technologies que nous voyons aujourd'hui, qui mènent à l'IOBNT, les nanotechnologies et ce genre de choses, comme si c'était en cours de recherche, comme si c'était la médecine qui faisait des progrès. Sauf qu'en réalité, ces technologies, on va s'apercevoir qu'elles étaient existantes, en tout cas qu'elles étaient déjà énoncées, et qu'ils avaient déjà au moins leurs ordres de travail qui étaient déjà précisés en 2001. Point suivant. Cette présentation donc fournit dans certains cas une vue un peu plus large des développements et des problèmes potentiels. Donc on voit bien qu'il s'agit de se concerter pour faire une coordination par rapport à toutes les technologies qui vont être présentées par la suite. Page suivante, utilisation/application des projections 2025 et plus. Premier point, entrée pour le développement de concepts de combat futur. Donc on voit bien que la NASA n'est plus en train de parler de conquête de l'espace, on parle de combat du futur. Alors on parle aussi de Enemy After Next et Blue. Pour le coup, je vous laisse faire vos recherches. Point suivant, entrée pour la nouvelle décision d'approvisionnement, entre parenthèses, plus de 15 ans pour produire et plus de 40 ans en stock. Donc si on parle de stock à cet endroit-là, on comprend bien que les dirigeants prévoient à la fois leur capacité de production et leur capacité de stockage. Point suivant, avertissement, entre guillemets, pour la communauté du renseignement. Veille et avertissement. On cherche à introduire les communautés du renseignement à toutes ces thématiques. Point suivant, entrée pour la planification de la R&D, la recherche et développement, du DoD, donc le département de défense, le Pentagone des États-Unis. Page suivante, hypothèse d'entrée. La politique peut changer du jour au lendemain. Par exemple, Russie, Iran, Irak, Pakistan, etc. Les capacités potentielles sont la question de la guerre future. Pas qui, mais quoi. Je vous laisse réfléchir à cette expression. Page suivante, il faut planifier différemment. Premier point. Le monde est en proie à des révolutions technologiques triples exponentielles. Et nous avons d'entrée de jeu IT qui signifie informatique, bio et nano. Et là, j'attire votre attention. Nous sommes en 2001, ces personnes savaient que c'était là que ça se jouait. Évidemment qu'à partir de cette date-là, de nombreux projets sont restés secrets et nous n'en avons vu l'émergence et la narration de leur émergence que très longtemps après. Pour beaucoup, le sujet de l'IOBNT est quelque chose de tout à fait nouveau. Pour beaucoup, ce sujet n'est même pas encore connu. Donc, j'attire votre attention là-dessus. Point suivant, des changements se produisent à l'échelle des mois au lieu des décennies. Point suivant, effet potentiel d'ordre zéro sur les équipements, les con-op, entre guillemets, les menaces de défense et d'offensive. Donc, page suivante, vaisseau spatial Terre. Nous parlons ici de la Terre comme d'un vaisseau spatial. Et il est dit, l'équipage est constitué avec
1. Piller les provisions du vaisseau. Bijouter les commandes de température et de survie. Donc je vous laisse faire vos déductions par rapport à ça, mais vous savez qu'effectivement, le contrôle du climat et les commentaires sur le réchauffement climatique, par exemple, sont aujourd'hui très courants. Point suivant, toujours à la recherche du manuel d'instruction. Alors là, c'est un aveu d'incapacité à comprendre certaines choses concernant le mode de fonctionnement de ce vaisseau spatial Terre. Point suivant, participer à des escarmouches sanglantes dans tous les coins du vaisseau. Point suivant, augmenter la taille de l'équipage de 2 millions par semaine. Et là, la citation serait d'un certain Creola, l'ancien vice-président du conseil de l'ESA. Donc l'ESA, c'est l'European Space Agency. Donc on voit qu'il y a une relation entre la NASA et l'ESA, c'est-à-dire les deux versants, les deux équipes qui bordent l'océan Atlantique, à la fois aux États-Unis et à la fois en Europe, sur la question spatiale. Et donc il était aussi chef de la délégation suisse. Le docteur Creola a été décrit comme l'une des personnalités les plus remarquables du monde spatial européen par l'ancien directeur général de l'ESA, Antonio Rodotà. Page suivante. Les humains ont pris le contrôle et ont considérablement raccourci l'évolution. Alors, premier point, de la planète, et donc nous citons évidemment le réchauffement climatique, la pollution, la déforestation, les énormes travaux publics, par exemple le barrage des Trois Gorges. Point suivant, de l'espèce humaine, conception et répartition génomique, enfant de l'esprit, et là nous citons Moravec. Point suivant, produit, forme de vie, sélection moléculaire interespèce. Point suivant, évolution dirigée, maxigène, etc. Je vous laisse faire vos recherches ici. Page suivante, qui titre actuellement. Et il y a 2 points. Premier point, ordre de 70% de la recherche mondiale menée en dehors des États-Unis. Entre parenthèses, au premier ordre, en pourcentage du PIB, les États-Unis produisent environ 18% du PIB mondial. Deuxième point, environ 70% de la recherche américaine est désormais commerciale, par opposition à sponsorisée par le gouvernement. Effectivement, on parle de la privatisation de la recherche américaine qui donc n'est plus nationalisée. Page suivante, recherche en nanotechnologie. Et donc là, nous sommes en 2001. Les personnes qui connaissent ma chaîne savent peut-être que j'ai mis une conférence qui a été donnée à l'Université de tous les savoirs qui concernait les nanotechnologies. Je vous invite à retrouver cette vidéo pour pouvoir vous donner une idée de ce qui était déjà débattu à l'époque concernant par exemple le graphène et toutes les applications des nanotubes de graphène. Vous verrez qu'en 2001, tout était déjà sur le papier et énormément d'expérimentations avaient déjà été faites. Donc, cette page nous dit que les recherches en nanotechnologie, il y en a 29% qui sont situées en Europe, 28% au Japon, 27% aux États-Unis et 16% dans les autres pays. Page suivante. Âge technologique de l'humanité. Nous avons donc leur vision historique avec en premier lieu les groupes de chasseurs-tueurs avec l'ère qui est indiquée. Nous avons les groupes de l'agriculture, donc on pense souvent aux chasseurs-cueilleurs, puis ensuite voilà, c'est l'agriculture qui prendrait le relais. Et donc nous avons la date de 1800 avant notre ère. Ensuite, l'ère industrielle qui commencerait à partir de 1800 et qui s'arrêterait à 1950. Ensuite, nous aurions l'ère informatique qui commencerait en 1950 et qui terminerait en 2020. C'est-à-dire que là, si nous prenons en compte cette date-là, nous sommes passés de l'ère informatique à l'ère suivante, qui est donc l'ère du bio-nano et qui aurait commencé en 2020, d'après ce document qui est une anticipation. Alors, est-ce que nous en sommes effectivement là? C'est une question que je pose. Mais si vous considérez les travaux de beaucoup de lanceurs d'alerte, c'est effectivement ce qu'ils vous disent. Et même parfois, on comprend que cette ère, même si c'est une manière un petit peu simplifiée de la nommer par dizaines d'années et non pas avec une date extrêmement précise, le basculement se serait fait avant 2020 puisqu'on parle des nanotechnologies dès 2000, mais qu'effectivement entre le temps où les nanotechnologies sont encore en cours de recherche et de développement et le moment où les nanotechnologies et les biotechnologies sont effectivement mises à l'œuvre, il aura fallu 2 décennies pour que cela se produise. Et ensuite, nous avons une autre ère qui serait l'ère du virtuel. La page suivante explique un petit peu chacune de ces catégories. Donc avec les chasseurs-cueilleurs, où la nature fournit toutes les provisions. Ensuite, l'agriculture, la nature est contrôlée. L'être humain contrôle les plantes, les animaux, etc. grâce à l'exploitation agricole. Ensuite, il y a l'industrie et l'agriculture mécanisée. Ensuite, l'ère informatique, du bio et du nano. Tout est alors automatisé et notamment l'industrie et l'agriculture.
Ensuite, nous allons avoir le virtuel, donc avec la robotisation de l'informatique, de la biologie, de la nanotechnologie, de l'industrie et de l'agriculture. Page suivante. Technologie clé du futur. Toutes hautement synergiques. Ce que ça veut dire, c'est que toutes ces choses-là doivent marcher ensemble. Il s'agit de coordonner toutes ces choses-là. Aux frontières du petit, dans une frénésie alimentaire les unes des autres. Premier point, l'informatique. Avec premier tiré, informatique, silicium, biologie, optique, quantique, nano. Pas de fin en vue. Encore 10 puissance 6 plus. Tiré suivant, coram omniprésent, immersif, réalité virtuelle holographique, capteur hyperspectraux, présence virtuelle. Nous avons donc là la proposition d'un monde où effectivement le réel est complètement mélangé au virtuel. Et on pense évidemment, et là encore une fois, je vous rappelle, nous sommes en 2001 au moment où ceci est écrit, mais nous avons eu l'avènement de ce que nous appelons le métaverse, où effectivement nous sommes en train d'inviter les gens à mélanger la réalité virtuelle ou la réalité augmentée. Donc tous ces sujets ont beaucoup à voir avec ce que j'ai un jour nommé, lors d'une conférence donnée en 2020 sur ICTV, le putsch du transhumanisme. Tiré suivant, le tout devient automatique et robotique. Tiré suivant, réduction de coûts énormes. Point suivant, le biologique. Premier tiré, doublement de la durée de vie. Tiré suivant, ingénierie génétique avant la naissance. Donc là, on nous parle de modifier le génome de sorte à ce que, avant même la naissance, la génétique ait déjà été contrôlée par, alors là, si on se réfère synergiquement à ce qui a été dit avant, par une automatisation, une robotique. Par exemple, on peut penser à l'IA, l'intelligence artificielle, qui aurait pris comme ça en main la génétique humaine. Tiré suivant, les plantes irriguées par l'eau de mer, alimentation, matières premières, pétrochimiques, minéraux, terraformation. Donc là, on pense évidemment à des gros projets qui ne se contenteraient plus d'exploiter de manière automatique et industrielle tout ce qui est agricole et les exploitations, par exemple, d'animaux et maraîchères et ce genre de choses, mais carrément la terre tout entière avec carrément une prise en charge de l'eau de mer. Point suivant, le nano. Donc, nous avons d'entrée de jeu un premier tiré, les nanotubes de carbone. Entre parenthèses, il est précisé donc le rapport résistance-poids 600 fois plus fort que l'acier. Pour ceux qui ne le savent pas, les nanotubes de carbone sont donc des nanotubes d'un nano d'épaisseur et qui est donc réseauté en nid d'abeille et qui présente des capacités mécaniques incroyables, à la fois en termes de résistance, à la fois en termes de conductivité, de magnétisme et d'utilisation, de rivaliser avec toutes les technologies connues de l'électronique par exemple. Tiré suivant, assembleur, usine vivante. Et là, nous avons donc une introduction au sujet de technologies qui seraient capables de se régir elles-mêmes, d'agir comme des machines qui seraient autonomes et qui s'auto-assembleraient. Évidemment, puisque nous parlons du nano et que nous avons eu tous ces débats autour du contenu des fioles d'inoculation, eh bien, évidemment, on est obligé de faire la jonction entre les deux. On a entendu ces choses avec les fameux points quantiques, par exemple, d'organismes, ou en tout cas d'organismes synthétiques qui étaient capables de s'assembler eux-mêmes. Tiré suivant, réduction de coûts énormes. Alors, on voit bien qu'il y a un accent qui est mis sur les coûts et que tout cela, effectivement, intéresse les gens qui sont à la tête du capital. Page suivante, révolution informatique mondiale. Premier point, communication, /informatique, /capteur, /électronique. Point suivant, R&D, donc la recherche et développement informatique commercial aux États-Unis. Et on nous précise 100 milliards de dollars par an. Je vous laisse imaginer ce qu'on peut faire avec 100 milliards de dollars par an dans la recherche-développement des nanotechnologies. Point suivant, facteur d'amélioration supplémentaire de 1 million. Et on nous met entre crochets silicium, moléculaire, quantique, bio et optique. Le point suivant, automatisme /robotique à grande échelle. Point suivant, VR. Alors VR, c'est la réalité virtuelle, multisensorielle, immersive /holodeck. Point suivant, capteur multiphysique /hyperspectro, omniprésent, terre, mer, air, espace.
On parle évidemment de technologies qui sont amenées avec les chemtrails, les fameux nuages chimiques qui sont balancés par les avions et qui permettent de répandre dans l'atmosphère, de répandre sur toute surface des capteurs multiphysiques, hyperspectraux et effectivement omniprésents. Parce que vous imaginez bien que des poussières qui sont nanotechnologiques, qu'on ne peut même pas voir avec la plupart des microscopes, sont à ce moment-là réparties absolument partout, dans les océans, sur les forêts, sur la nature et également sur tout ce qui est humain et construction humaine. Ce qui fait qu'on peut à partir de là établir des tas de cartes dans tous les domaines d'observation possibles de sorte à pouvoir faire un fichage général de la planète. Et ensuite, livrer ces cartes-là à des IA qui vont pouvoir interpréter et computer toutes ces informations et les mettre à disposition de dirigeants qui, eux, possèdent les logiciels de traitement de cette information. Et ensuite, dernier point de cette slide, micro/nano, satellite/GNC/capteur, etc. Donc effectivement, on voit bien qu'il y a une relation entre le micro et la nano et les satellites et les capteurs qui sont aujourd'hui envoyés dans l'espace. Je vous renvoie donc aux travaux de la NASA, aux travaux d'Elon Musk et à l'intérêt que de telles personnes ont à développer toutes ces technologies tout en ayant diffusé sur la Terre les technologies qui peuvent être interpolées, extrapolées par le biais de ces capteurs qui, eux, sont dans l'espace et qui permettent une surveillance tout autour de la Terre. Page suivante. À l'échelle mondiale, impact de la révolution en cours sur la société. Et là, nous allons voir que tous ces points-là sont effectivement bien présents, nous les avons vus émerger. Premier point, le télétravail. Deuxième point, le téléachat. Troisième point, le télédivertissement. Quatrième point, le télévoyage. Cinquième point, la télééducation. Sixième point, la télémédecine. Septième point, le télécommerce. Huitième point, la télépolitique. Et enfin, neuvième point, la télésocialisation. Page suivante. État des technologies informatiques. 10 puissance 6, amélioration de l'informatique depuis 1959. 10 puissance 8, autre possible dans les 30 prochaines années. Puis il est dit, entre parenthèses, 10 à la puissance 3 offre des capacités, entre guillemets, meilleures que celles des humains. On pense évidemment à l'intelligence artificielle. Point suivant, 100 millions de télétravailleurs dans le monde. Maintenant, on s'attend à ce qu'ils doublent au moins en 15 ans. Point suivant, l'Inde forme 3 fois plus d'ingénieurs en logiciel que les États-Unis. Plus de logiciels écrits à Bangalore qu'en Californie du Sud. Point suivant, l'informatique quantique constitue effectivement une 4e arme de destruction massive. On voit que l'informatique quantique est considérée comme une arme de destruction massive, une 4e arme de destruction massive, à l'instar des bombes nucléaires. Page suivante, quelques prévisions en termes d'informatique. Premier point, l'informatique quantique sera initialement disponible dans 5 ans. Point suivant, 15% de toute l'énergie est aujourd'hui utilisée par les ordinateurs et atteindra 60% d'ici 2010. Point suivant, électronique portable implantable sur la personne, communication informatique, augmentation sensorielle, surveillance de la santé, stimulation cérébrale. Évidemment, tous ces sujets, il s'agit du transhumanisme et donc je vous invite à penser comme ces gens-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'en tenir à ce que vous croyez qui est sorti, mais il faut réfléchir à ce qui est sorti et qui n'a pas encore été promu par les médias mainstream et toutes les communications et tous les narratifs officiels. Page suivante, computation par l'IA et au-delà. Alors il y a 2 points. Premier, caractéristique / capacité du cerveau humain, avec les points suivants, 100 milliards de neurones. Point suivant, 100 trillions de connexions. Point suivant, 200 calculs par seconde, vitesse lente des circuits neuronaux. Point suivant, 20 millions de milliards de calculs par seconde. Point suivant, excellent en reconnaissance de forme, calcul, parallèle, et médiocre en pensée séquentielle. Point suivant, fonctionne via des essais aléatoires. Le corps humain et l'intelligence humaine possèdent effectivement certaines limitations et certaines qualités qui sont reconnues ici. Et ensuite qui sont comparées aux capacités de la machine dans le point suivant. Donc avec, premier point, actuellement 10 000 milliards de calculs à la seconde, 100 milliards d'ici 2004. Donc vous comprenez que à cette époque-là, les ordinateurs sont déjà capables de faire des choses que les humains ne peuvent plus faire. Point suivant, d'ici 2010, 20 millions de milliards seront disponibles. D'ici 2025, sur un PC. D'ici 2030, le PC aura une puissance de calcul collective équivalente à celle d'une ville pleine d'esprit humain. Page suivante, projet cerveau humain américain. Premier point,
lancé au début des années 90, financé par 16 organisations réparties sur 5 agences. Nous avons le NIH, la NSF, le DoD, la NASA et la DOE. Donc là déjà, cela devrait vous mettre une fois de plus vos sens en alerte. Point suivant, aussi appelé neuroinformatique, intersection des neurosciences et de l'informatique. Nous avons donc à ce moment-là quelque chose dont beaucoup de personnes s'attendent encore aujourd'hui, surtout lorsqu'ils écoutent Elon Musk, à ce que cette chose-là arrive à l'avenir. Nous voyons Neuralink, par exemple, nous présenter, oui voilà, bientôt nous aurons le mélange entre le cerveau et l'informatique. Nous avons aussi Charles Morgan qui annonce que ces choses sont en cours de développement alors qu'il fait une présentation en 2018. Sauf qu'en réalité, vous avez bien compris que l'armée n'a pas attendu que le public soit au courant et que quand Charles Morgan fait cette conférence en 2018 et que lui-même travaille avec le CERN, ces gens-là ne vont pas vous dire la vérité. En réalité, toutes ces technologies sont bel et bien développées et probablement au degré le plus meurtrier qui soit. Point suivant, champ d'explosion, 10 000 présentations individuelles lors de la réunion annuelle de la Society for Neuroscience, entre parenthèses des généticiens moléculaires aux psychologues cognitifs. On est en 2001. Si à ce moment-là, toutes ces choses-là sont déjà à ce point développées, vous imaginez bien qu'aujourd'hui, en 2025, tout est prêt. N'allez pas croire que cette anticipation n'était pas bonne. Point suivant, détermination de la neuroanatomie détaillée du cerveau humain. Atlas numérique du cerveau. Donc là, il s'agit d'être capable de faire une carte technique, de faire comme une notice du cerveau humain. Point suivant, utilisation de l'informatique pour étudier le cerveau, utilisation des informations cérébrales pour aider l'informatique et l'IA. Page suivante, le moteur à imagination, alias la machine à créativité, alias l'agent créatif. Premier point, l'IA actuelle est le meilleur pari et ce n'est pas un système expert basé sur des règles. Ce qu'on entend par là, c'est que l'IA peut s'affranchir d'absolument toutes les règles, l'IA n'est pas soumise à la loi, mais est tout simplement un ordinateur froid qui raisonne de manière froide, c'est-à-dire l'IA n'a pas de problème d'éthique. On ne programme pas l'IA avec un problème d'éthique. L'IA ne va pas se dire « Ah tiens, réfléchir à cette question, c'est peut-être tout simplement ignoble ». Non, l'IA s'en fiche, l'IA est un ordinateur qui réfléchit de manière froide. Point suivant. Génère de nouvelles idées concepts en privant un réseau neuronal entraîné d'entrées significatives, le forçant à rêver, à créer de nouveaux concepts, etc. Un réseau neuronal auxiliaire utilisé pour capturer, enregistrer, évaluer et prendre compte de ses écrits. Ce qu'on veut dire par là, c'est que l'IA est capable de penser et de produire de la pensée et même de l'imagination de manière totalement décomplexée, en dehors même des limitations humaines. Page suivante donc, dans cette économie mondiale, notre capacité à créer de la richesse n'est pas limitée par des limites / ressources physiques, mais par notre capacité à proposer de nouvelles idées. Cependant, même la richesse universelle n'éliminera pas les autres causes de guerre, notamment la politique. La face, entre guillemets, là j'ai mis un petit nota qui n'était pas présent sur la diapositive en disant le terme était face en anglais, F-A-C-E, qui dans la version anglaise se traduit par visage. Mais il est possible avec la phonétique de face, F-A-I-T-H, qu'il s'agisse d'un jeu de mots avec la foi, face signifiant foi. Et donc je continue. La religion, la mégalomanie et les conflits territoriaux. Donc on voit bien effectivement qu'un des principaux soucis de ces services, c'est de comprendre qu'en réalité, on ne pourra pas enlever les causes de la guerre, les tentatives d'hégémonie religieuse, la mégalomanie et les conflits territoriaux, bien évidemment, pour se saisir des richesses. Page suivante. Problèmes mondiaux / solutions. Premier point. Problèmes graves. Et donc nous avons là une énumération des problèmes. Premier tiré, énergie. Deuxième tiré, eau. Troisième tiré, alimentation. Quatrième tiré, terre. Cinquième tiré, croissance démographique. Sixième tiré, création de richesses. Et septième tiré, pollution / réchauffement. Et nous avons les solutions tueuses qui sont réparties en deux parenthèses, le 1 et le 2. Et donc vous pouvez voir dans la liste des problèmes graves, après le terme, il y a une petite parenthèse avec un chiffre qui est indiqué soit 1, soit 2. Donc il y a deux entrées en annotation de ces problèmes graves. Et voici l'explication de ces deux entrées. Le 1, enseignement à distance asynchrone, basé sur le web, motivant et peu coûteux. Et la deuxième parenthèse, le 2, biomasse, nourriture via l'irrigation à l'eau de mer dans les terres désolées actuelles.
Page suivante. L'enseignement à distance asynchrone basé sur le web, motivant et peu coûteux, permet, premier point, la disparition des sous-classes américaines. Donc là, on parle évidemment de classe sociale. Deuxième point, la création de richesses à partir d'inventions rendues possibles. Troisième point, la stabilisation de la population mondiale. Quatrième point, encore plus de la diffusion rapide des technologies. Point suivant, l'égalisation des nantis et des démunis. Alors on voit là qu'il y aurait une tentative presque vertueuse de niveler toutes les classes sociales. Point suivant, changement des perspectives politiques et militaires dans le monde entier. Avec un petit tiret, c'est-à-dire, ça change tout. Page suivante, l'apprentissage à distance asynchrone basé sur le web et basé sur la motivation permet, et là le mot permet est barré, la seule méthode de fourniture d'un enseignement requis/amélioré. Et nous avons des tirets, largeur, profondeur, qualité, réactivité aux exigences changeantes de la guerre économique mondiale et de l'augmentation accélérée des connaissances, et donc à des ordres de grandeur, et là nous avons une fois de plus nos petites parenthèses 1 et 2, avec 1, réduction des coûts sociétaux individuels, et 2, la commodité, l'accessibilité accrue. Page suivante, d'ici 2025, 40% des collèges et universités privés et 15% des collèges et universités publiques devraient fermer en raison de la concurrence basée sur le web. Ensuite, il y a apparemment un extrait d'article qui dit « Un homme d'affaires de Virginie du Nord a récemment fait don d'environ 100 millions de dollars pour créer une université en ligne gratuite de classe Ivy League. » Alors là, je vous laisse faire vos recherches. Page suivante, l'approche éducative ultime, plug and play. Ici, on nous parle de connexion directe d'appareils en silicone ou autres au cerveau. Téléchargement très rapide, éducation en quelques minutes au lieu de plusieurs années. Et là, une fois de plus, nous avons conscience qu'en 2001, on nous parlait déjà de la matrice, c'est-à-dire qu'on se branche quelque part d'une manière ou d'une autre. Alors, dans la matrice, ce sont des gros tuyaux à l'ancienne. On voit cette connotation néo-rétro dans Matrix, sauf qu'en réalité, eux savaient déjà qu'ils parlaient de nanotechnologie. Effectivement, avec les nanotechnologies maintenant, nous sommes en mesure de faire un dialogue opératif entre la machine et l'être humain. Et une fois de plus, Elon Musk vous berne. Quand on parle de Neuralink, il faut bien prendre en considération qu'avec les nanotechnologies, nous n'avons pas besoin d'intégrer des grosses puces de la taille d'une pièce dans le crâne de quelqu'un. Nous sommes en mesure de faire ça en envoyant dans le sang des nanotechnologies qui vont être capables de s'adapter aux cellules épithéliales, qui vont être capables de se transférer et de franchir la barrière encéphalique et d'aller directement communiquer avec les neurones dans le cerveau, d'aller interférer dans les liaisons synaptiques. Page suivante, avantage de la production de biomasse en mer peu profonde / désert, avec entre parenthèses via l'irrigation à l'eau de mer. Premier point, cycle fermé du CO2, entre parenthèses, empêche le réchauffement climatique. Je vous laisse réfléchir à ça. Point suivant, alimentation. Point suivant, matières premières pétrochimiques, avec 2 tirets, matériaux / vêtements, etc. Tiré suivant, énergie, entre parenthèses, fin de la dépendance au Moyen-Orient. Point suivant, terraformation, modification de la désertification, etc. Là, attention, parce que ce sont des choses extrêmement graves. On nous parle de terraformation. On parle de terraformation quand on a une planète qui est désertique ou qui ne présente pas les conditions idéales pour la vie humaine et que, grâce à des technologies qui nous permettent de radicalement transformer les équilibres planétaires, nous en ferions, de cette manière-là, une planète qui d'un coup présenterait toutes les aptitudes à pouvoir recevoir la vie humaine. Mais on parle de terraformation de la Terre. Point suivant, préservation, production d'eau douce. Point suivant, riche source minérale, entre parenthèses eau de mer. Point suivant, utilisation des terres incultivables, Sahara, etc. Page suivante, changements sociétaux probables vers 2025. Premier point, grande augmentation de la durée de vie biologique. Deuxième point, solution à l'énergie, à l'eau, au réchauffement, évidemment on pense au réchauffement planétaire, biologique. Point suivant, répartition mondiale de la technologie, beaucoup plus de cette répartition, de l'éducation, de l'économie et de la richesse. J'ai mis une petite astérisque en bas, c'est moi qui l'ai noté. IT, c'est le diminutif d'informatique. Énorme augmentation des capacités du tout automatique et du tout robotique. Donc informatique, biologique et nanologique. Avec 2 tirets. Premier tiré résultant en une réduction des tensions associées aux nantis démunis et aux questions historiques religieuses. On voit ici que leurs améliorations, entre guillemets, seraient une manière non seulement d'éliminer les conflits de classe sociale, mais également d'éliminer les conflits historiques religieux.
Deuxième tiré, résultant également en une forte augmentation du pouvoir destructeur individuel, entre parenthèses, le biologique, IW, etc. IW, c'est la guerre de l'information, et d'une désaffection générale de la société envers les machines. Page suivante, principaux problèmes émergents de renforcement des lois. Alors il y a plusieurs points. Premier point, confidentialité. Entre parenthèses, micro-nano, capteurs omniprésents. Donc on voit bien qu'effectivement, il y a une volonté d'envoyer des capteurs absolument partout et de faire en sorte que ces capteurs trahissent notre confidentialité. Point suivant, criminalité informatique, Internet, large spectre. Point suivant, biocriminalité, entre parenthèses, agents pathogènes binaires, génétiques. Point suivant, protection des implants électroniques humains. Point suivant, protection des CONUS. Alors, les CONUS, ce sont les États-Unis contigus ou continentaux, d'accord? Entre parenthèses, au-delà du terrorisme. Point suivant, désaffection, bouleversement sociétal causé par des changements technologiques rapides. Entre parenthèses, rage au volant ou en avion, maladies psychosomatiques, repli sur soi et ce genre de choses. Page suivante, particulièrement préoccupant. Autoréplication incontrôlée, incontrôlable de, premier tiré, robots brillants, nanoréplicateur. Donc effectivement, si un jour on balance de la nanotechnologie et que cette nanotechnologie se réplique de manière incontrôlable, ça peut poser effectivement un problème. Tiré suivant, les biorecombinants rampants. Page suivante, paysage concurrentiel actuel. Alors premier point, les USA ne produisent que 18% du PIB mondial. Point suivant, environ 70% de la recherche est menée à l'étranger. Donc on sent que les États-Unis sont pas très contents de ça. Point suivant, déficit commercial de 400 milliards de dollars par an. Point suivant, 32 autres pays consacrent un pourcentage plus important de leur PIB à la recherche. Point suivant, 5e en nombre de personnel / unités de travail en R&D. Point suivant, taux d'épargne de 3% contre 30% en Asie. Point suivant, 13e sur 30, note des étudiants en maths sciences. Donc là, on parle du niveau global en mathématiques des États-Unis comparé à d'autres. Page suivante, nous avons un graphique que je vous ai reproduit en traduisant les données et les légendes, qui s'intitule « Un monde économique multipolaire émergent ». Et là, on voit que c'est réparti avec les États-Unis, l'Europe, la Chine, l'Inde, le Japon et le Brésil. C'est une projection à deux versions, c'est-à-dire que nous avons les données en 1995, donc celles-là, elles étaient officielles en 2001 à l'époque où ce document est sorti, et ensuite on imaginerait ce que serait cette part en pourcentage du PIB dans deux scénarios possibles, un scénario à faible croissance et un scénario à forte croissance. Dans le premier scénario à faible croissance, nous aurions à même niveau les États-Unis, l'Europe et la Chine, suivis ensuite de l'Inde, du Japon et du Brésil. Mais dans un scénario de forte croissance, eh bien ce serait la Chine qui remporterait le tout, ensuite avec les États-Unis et l'Europe, puis ensuite l'Inde et finalement le Japon et le Brésil en dessous. Ce graphique avait été donné par l'OCDE dans un document qui s'appelle The World in 2020, donc le monde en 2020, et qui se trouvait à la page 92 de ce document. Donc page suivante, application de la biorévolution. Premier point, animaux pharmaceutiques, médicaments, pièces détachées. Point suivant, plantes à croissance rapide sur près de la surface de la mer et plantes irriguées par l'eau de mer. Pour la biomasse, cycle énergétique fermé du CO2. Point suivant, plantes à croissance polymère. Je vous laisse faire vos recherches. Point suivant, les gènes d'araignée chez les chèvres permettent de filer la soie d'araignée à partir du lait de chèvre pour le biométal, 3,5 fois plus résistante que les fibres d'aramide pour armure. Donc là, on comprend que ce sont des technologies qui sont capables de fabriquer comme ça un tissu extrêmement résistant. Effectivement, le point suivant, c'est le bioarmement binaire. Donc, on comprend bien qu'il y a une volonté de fabriquer des équipements qui sont d'une classe bien supérieure à ce qui est connu jusqu'à présent en matière de sécurité. Pensez par exemple à des gilets pare-balles. Eh bien, nous aurions donc des gilets pare-balles encore plus performants, encore plus légers et ce genre de choses. Diapositive suivante. Exemple de confluence informatique bio-nano. Premier point. Cerveau d'une lamprey marine insérée, connectée au corps d'un poisson robotique, un cyborg initial. Donc la lamprey marine, c'est un poisson, et donc on pourrait le connecter à un robot. Point suivant, Chou Chou, qui est donc le nom d'un robot mangeur de chair et de plantes qui chasse et qui digère biologiquement les aliments naturels pour vivre de la terre. Page suivante, nous y revoilà, les nanotubes de carbone. Donc, nous avons donc l'épaisseur du fameux nanotube de carbone. Nous avons donc sa résistance, qui est donc 100 fois supérieure à celle de l'acier et à la fois qui fait 1/6 de son poids.
Une armure en nanotube de carbone serait donc 8 fois meilleure. Un calcul moléculaire pétaflopique, pétaflops, ce sont des unités de mesure, je vous invite à aller vous renseigner sur le pétaflop, à faible consommation d'énergie. Et donc là, il y a un rapport qui est donné entre parenthèses, 10 puissance 4 d'énergie en utilisation. Point suivant, ultracondensateur / haute température. Page suivante, opportunité révolutionnaire de production / stockage d'énergie. Donc nous avons encore une fois plusieurs points. Premier point, ultracondensateur. Point suivant, ADV, pile à combustible, par exemple lithium-OR. Donc on pense évidemment à toutes les technologies que nous avons vues pour faire des batteries, tout simplement. Point suivant, HEDM, par exemple H2 solide et isomère, antimatière, etc. Alors là, il s'agit en réalité de métallisation d'hydrogène, par exemple. H2, c'est le dihydrogène, et on parle effectivement de dihydrogène solide parce que nous avons vu assez récemment qu'ils étaient capables de fabriquer un métal à partir d'hydrogène condensé. Donc je vous laisse faire vos recherches à ce niveau-là, mais c'est effectivement un des secteurs de la science qui permettrait énormément de progrès technologiques. Point suivant, PV avancé 50%, point d'interrogation. Point suivant, SC/SMES à température ambiante. SC, donc ce sont les semi-conducteurs, et SMES, supraconducteur magnétique à stockage d'énergie. Point suivant, stockage de H2 dans les nanotubes de carbone, on comprend de suite, avec un stockage là pour le coup, de dihydrogène dans les nanotubes de carbone, non cryogénique. Point suivant, l'hydrate de méthane offshore. Pareil, je vous renvoie au progrès technologique. Point suivant, énergie de lumière noire. Point suivant, LENR, il s'agit ici de fusion froide. Ça a un lien avec les réactions de fusion nucléaire et ce qu'on appelle la fusion froide. Point suivant, ZPE, c'est le Zero Point Energy, donc le point d'énergie zéro qui est le point le plus bas d'énergie à l'échelle quantique, à l'échelle de la mécanique quantique. Page suivante, fabrication à forme libre. Premier point, métallurgie des poudres / fils utilisant des faisceaux d'électrons à guidage magnétique robotisés pour créer des masses fondues locales accrétantes, croître au lieu de couper. Point suivant, pas de fixation, pas de dose solide pour les fixations. Point suivant, durée de vie en fatigue presque infinie, excellente métallurgie. Point suivant, métaux, entre parenthèses réparables, à un poids inférieur à celui des composites beaucoup plus chers. Page suivante, combustion aluminium vortex. Premier point, l'aluminium micropulvérisé dans une chambre de combustion vortex brûle l'eau de mer. Point suivant, fourni à l'AIP. L'AIP, c'est l'Air Independent Propulsion. Donc c'est la propulsion non nucléaire qui ne nécessite pas de remontée, notamment pour tout ce qui est sous-marin. Donc avec 2 tirets ensuite. SS bon marché, et là aussi SS ce sont les vaisseaux submersibles. Les UUV transocéaniques, on est encore dans le même type d'appareillage, sauf que là ce sont des appareillages qui ne comportent pas d'êtres humains. Les UUV ce sont les Unmanned Underwater Vehicles, ce sont donc des drones sous-marins qui font partie donc de la classe des UMV, donc les véhicules marins sans pilote. Point suivant, permettrait à l'ennemi suivant, donc on a toujours une référence à l'ennemi d'après, de menacer de manière abordable les CONUS. Donc les CONUS, pour rappel, sont les États-Unis contigus ou continentaux, via de multiples pop-up côtiers à courte durée de vol. Page suivante, exemple, nouveau capteur. Premier point, LIDAR. Alors LIDAR, c'est l'acronyme de Light Detection and Ranging, ou alors Laser Imaging Detection and Ranging. Il s'agit de méthodes permettant de déterminer des distances en ciblant un objet ou une surface avec un laser. Donc un lidar peut fonctionner dans une direction fixe, par exemple verticale. Il peut balayer plusieurs directions, auquel cas il est connu sous le nom de balayage lidar ou de balayage laser 3D. Le lidar a des applications terrestres, aériennes et mobiles. Bien entendu, vous comprenez que c'est la suite logique de ce qu'on va appeler un radar. Lidar, radar, vous voyez que il y a des lettres communes. Avec une efficacité de 50% via des amplificateurs optiques SC, on parle de semi-conducteurs, ainsi que des lasers femtosecondes. Donc, femtoseconde, encore une fois, c'est une unité de mesure, une unité de temps du système international d'unités qui est égale à 10 puissance moins 15, c'est-à-dire un quadrillionième ou un millionième de milliardième de seconde. Point suivant, capteur Molek bio. Point suivant,
Nanotag. Là, j'attire votre attention. On parle de marquage nano. C'est une expression dont nous avons vu énormément d'occurrences dans les derniers temps, notamment pour tous ceux qui s'intéressaient aux bio-nanotechnologies et à leur éventuelle présence dans les injections. Point suivant, capteur de carte à puce. Point suivant, capteur implanté pendant la fabrication, l'entretien. Point suivant, nano-IR. Alors IR, ça veut dire infrarouge. On parle de nanocapteur infrarouge, avec une sensibilité de 10 puissance moins 6. Et dernier point, poussière intelligente, là aussi, ça devrait vous rappeler ces histoires de chemtrails, les nanotechnologies. Donc une poussière qui aurait effectivement des capacités dans une infinité de domaines, autant de domaines d'application qu'il y a eu de domaines de recherche. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Aujourd'hui, nous en sommes à un stade où nous sommes capables de fabriquer des composants électroniques qui non seulement sont d'une taille minuscule, mais peuvent s'assembler ensemble et donc faire des machines extrêmement sophistiquées grâce à ces assemblages de nanotechnologies qui, en plus de ça, ont plus de possibilités que tout ce que nous avons connu avant avec l'ère de l'électronique. Page suivante, quelques essaims de capteurs. Premier point, poussière intelligente, millimètre cubique ou moins. Deuxième tiré, capteur combiné, alimentation, puissance et communication. Tiré suivant, flotte dans les courants aériens. On parle de poussière intelligente qui peut flotter dans les courants aériens, c'est-à-dire que cette poussière intelligente, elle est tellement subtile, elle est tellement minuscule qu'elle peut tout à fait être en suspension dans l'air. Point suivant, les nanotags. Donc disposés sur tout, partout, c'est-à-dire que pour chaque poussière intelligente qui serait disposée sur la surface de quelque chose, eh bien ce quelque chose serait donc identifié par un tag. Point suivant, identification et information d'état, c'est-à-dire qu'en plus d'être identifié, on pourrait identifier dans quel état cette chose se trouve. C'est-à-dire que là, nous avons une répertoriation d'absolument tout ce qui existe sur la Terre, potentiellement avec ce genre de technologie. Dernier point, insectes cooptés. Donc là, je vous renvoie une fois de plus à la dernière traduction que j'ai faite de Charles Morgan, qui parle effectivement de prendre le contrôle d'intelligence sous forme de ruche ou sous forme d'essaim. C'est-à-dire qu'on pourrait prendre, par exemple, des fourmis et les faire travailler pour résoudre des problèmes d'humains ou évidemment des insectes volants. Page suivante, quelques opportunités de poussière intelligente explosive. On n'est plus dans l'information. Ce ne sont plus des poussières qui seulement vont être capables à des ordinateurs et à des IA d'interpoler l'information et de pouvoir dire, voilà, on a un espèce de Google Earth, on peut pointer un endroit, on peut pointer un objet et cet objet, on sait depuis quand il est là, dans quel état il se trouve, quelle température il fait à sa surface et ce genre de choses. Et quelle est la composition de cet objet et ce genre de choses. Là, on parle carrément de poussière qui serait capable de remplir des fonctions et notamment la fonction explosive. Premier point, positionnement optimal de la poussière explosive, poussière-air explosive. Point suivant, formation de lentilles explosives. Point suivant, infiltration de cibles de type profondément enfoui et autres. Là, on parle effectivement de poussière qui serait capable de pénétrer les surfaces de certaines matières en fonction de leur porosité, puisqu'on est à l'échelle du nano. Évidemment, si on est à l'échelle du nano, on comprend bien qu'il n'y a absolument aucune surface qui soit suffisamment resserrée pour pouvoir empêcher cette poussière nanoscopique de pouvoir pénétrer dans toutes les interstices de la matière. Et donc, si cette matière est chargée d'explosifs, alors on peut déterminer de faire exploser cette matière. Que rien que ce qui est écrit dans cette page est extrêmement alarmant. Page suivante. Armement à micro-poussière. Un analogue mécanique du biologique, mécanisé, de poussière de la taille du micron qui est distribué sous forme d'aérosol et inhalé dans les poumons. Donc là, on comprend bien que la poussière, un des objectifs peut être de la distribuer sous forme d'aérosol et qu'elle soit respirable. La poussière pénètre mécaniquement dans les tissus pulmonaires et exécute diverses, entre guillemets, missions pathologiques. On comprend bien que la poussière, elle a aussi pour but de rendre malade, de déclencher des pathologies. Et on finit cette page avec une mention, une classe d'armes entièrement nouvelle et qui est légale. Alors là, je vais faire une petite parenthèse. On se retrouve avec des lois d'hommes, les droits de l'homme et toutes ces choses-là. La légalité, elle est où, de votre point de vue? Est-ce qu'elle est selon la loi universelle ou est-ce qu'elle est selon les lois des hommes qui sont tellement poreuses qu'elles permettent ce genre de choses d'être déclarées légales? C'est-à-dire que la personne qui fait cette conférence, Bushnell, est capable de dire que tout ça est légal.
Page suivante. Données de maintenant à plus tard, à bientôt. Premier point. Taux de transfert de données de l'ordre du gigabit. Communication optique. Point suivant. Pétaflop plus informatique. Point suivant. IA exceptionnelle, entre parenthèses, issue de la bioinformatique biomimétique. Point suivant. Merveilleux / omniprésent, essaim de capteurs multiphysiques / hyperspectraux, terrestres, maritimes, aériens, spatiaux. Entre parenthèses, militaires / commerciaux / scientifiques. Vous voyez le spectre du complexe militaro-industriel, rien que dans cette parenthèse. Point suivant. La survie nécessite une dispersion / réduction de taille et la dissimulation. Donc là, effectivement, on parle de camouflage. Point suivant. Technologie robotique en essaim, principalement commerciale, endémique dans le monde entier. Normalement, le terme endémique, ça veut dire que c'est naturellement là. Sauf que là, comment est-ce qu'on peut rendre ces choses-là endémiques? Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on considère comme normal le fait que toutes ces technologies soient absolument déversées partout sur la Terre, de sorte à ce que ce soit considéré comme omniprésent. Page suivante. Hypothèse convenue, combat en 2025. Ces hypothèses sont convenues, combat en 2025. Premier point, donc prolifération des TMB, informatique, frappe, ciblage de précision, microcapteurs omniprésents, camouflage, usurpation, robotique, munitions, biochimie. Donc là, vous voyez, c'est effectivement ce que je vous disais précédemment. Point suivant, moyens logistiques très vulnérables sur le théâtre ou hors théâtre. Là, c'est un point intéressant, en tout cas pour nous, les gens du peuple, qui ne voulons pas subir de domination. On comprend bien que ces personnes-là se posent des questions sur les moyens logistiques lorsque une guerre serait déclenchée. Parce qu'effectivement, certains moyens logistiques sont vulnérables. Je pense par exemple aux satellites qui permettent d'extrapoler les données. Si un EMP éclate, eh bien oui, c'est bien beau d'avoir balancé tout ça dans l'espace et d'avoir balancé de la poudre intelligente partout, mais si on ne peut pas récolter les données, ça ne sert plus à rien. Donc c'est une question qui effectivement est obligée d'être prise en compte par ces gens-là. Point suivant. Dans et à proximité des ports aérodromes du théâtre peut être inutilisable. Point suivant. Armes à faisceau de plus en plus répandues. Page suivante. Missiles de croisière, entre parenthèses, état actuel. Premier point. Portée charge utile similaire à celle du TMB pour une fraction du coût et une précision bien supérieure. Point suivant. 75 000 exemplaires en stock dans 75 pays. 130 versions différentes produites dans 19 pays, 10 pays exportateurs. Point suivant, le V1 allemand, là je fais une petite parenthèse, mais vous savez peut-être que j'ai parlé de Wernher von Braun qui était le créateur du V2, qui est donc un lanceur de missiles. Donc le V1 allemand a tué 5000 personnes, 40 000 blessés. Point suivant, LO lançable n'importe où et de n'importe où, hautement manœuvrable. Point suivant, coût l'année d'après, potentiellement réduit à 10 000, 25 000. Point suivant, tête nucléaire du jour, de l'heure, entre parenthèses HE, fibre de carbone, EMP, sous-munitions, CNB volumétrique. Alors ici, on voit bien qu'il s'agit de spécifications sur des têtes nucléaires. Page suivante, missile de croisière, perspective potentielle. Tout RPV/UAV ou UUV est un missile de croisière. Alors là, ce qu'on essaye de nous dire, c'est qu'en réalité, n'importe quel engin peut devenir un missile de croisière potentiel. Donc là, 50 pays possèdent des UAV. Les UAV, ce sont donc des drones aériens, donc des véhicules sans pilote. C'est l'acronyme de Unmanned Aerian Vehicles, dont d'ailleurs au passage, l'Iran est un excellent fabricant de drones. Point suivant, le faible coût et la disponibilité immédiate de la technologie des composants requis garantissent essentiellement que l'ennemi d'après disposera, inventoriera, déploiera des hordes de missiles de croisière très performants, facilement dissimulés, très difficiles et coûteux à contrer. Précis avec un potentiel mélange diabolique d'ogives nucléaires, c'est-à-dire on imagine une flopée d'engins volants et parmi ces engins volants, il y a un certain pourcentage de têtes nucléaires. Les batteries antimissiles vont se charger d'essayer de contrer cette attaque-là, mais ils ne pourront éventuellement pas tout contrer. Et parmi ce qui aura été laissé de côté, on peut imaginer que des ogives nucléaires percent la défense de cette manière-là. Page suivante, armement volumétrique, alternative au HE, des alternatives aux bombes nucléaires.
Les points énumérés sont d'abord l'EMP, donc c'est Electromagnetic Pulse. En français, on appelle ça des impulsions électromagnétiques. On appuie sur un bouton, il y a une onde qui est créée dans le spectre électromagnétique qui est tellement puissante que absolument tous les appareils électriques grillent. Donc ensuite, guerre, info, réseau, psychique. Et donc là, on voit bien dans quelle époque nous sommes. Hein. La guerre de l'info, je pense que j'en ai suffisamment parlé pour ne pas avoir à me répéter ici. Pour le psychique, je pense que c'est la même chose puisque j'ai énormément parlé de psyop. Et pour les réseaux, nous y sommes dans les réseaux. Donc je vous invite à faire très attention aux informations sur lesquelles vous allez tomber. Ensuite, combinaison miniature de capteurs et de mines brillantes. Donc là, on parle effectivement de combinaison entre des nanotechnologies, des capteurs qui vont pouvoir informer en temps réel des bases de données et des mines brillantes, c'est-à-dire des mines intelligentes. Point suivant, carburant air et poussière air thermobarique. Ensuite, RF, qui sont les radiofréquences. Ensuite, nous avons antifonctionnel chimique bio antiphone. Ensuite, isomère, libération d'énergie par liaison, contrainte, etc. Point suivant, fibre de carbone et lame acoustique, etc. Page suivante, armement antipersonnel, MWRF. On parle ici de Mind War et de Radio Frequency. Ce qui fait évidemment référence, pour ceux qui connaissent mes travaux, aux travaux de Michael Aquino et de Paul Vallely, le fameux livre From Psyop to Mind War, qui effectivement recense des technologies donc capables d'influer sur le mental, de sorte à faire abaisser le niveau de vigilance ou de terroriser les populations, afin d'améliorer, voire même d'asseoir une victoire. Sur cette page, il y a 3 points. Le premier point, c'est chauffage, exigence de puissance élevée. Alors, je sais pas à quoi ça fait référence, mais effectivement, avec les radiofréquences, on peut effectivement chauffer. C'est ce qui se passe dans votre micro-ondes. Ensuite, les effets de surface. Certains connaissent déjà ces travaux-là, mais il existe des armes à énergie dirigée qui sont capables, comme ça, d'envoyer des micro-ondes sur votre épiderme et qui vont vous donner l'impression d'être en train de brûler. Autre point, dernier point, interaction cérébrale, donc modulation basse fréquence. Et là, ça fait directement référence à From Psyop to Mind War et des technologies qui ont été avancées par le sataniste Michael Aquino. Page suivante, effet des micro-ondes de faible puissance. Entre parenthèses, armée US, SRI et Walter Reed. Alors, SRI, c'est l'Institut de recherche scientifique et Walter Reed, c'est le centre médical militaire et naval. Donc Walter Reed, c'était à la base, c'était un spécialiste en biomédecine et en épidémiologie, et donc le centre porte son nom. Donc les divers points qui sont présentés, c'est la diminution des performances comportementales. Donc effectivement, si on balance des micro-ondes de faible puissance sur les gens, ça fait diminuer les performances comportementales, c'est-à-dire que en situation de stress, on est beaucoup moins disponible mentalement, on a beaucoup moins de puissance pour pouvoir réagir. Ensuite, deuxième point, les crises. Ensuite, altération importante de la fonction cérébrale, c'est-à-dire vous rendre littéralement stupide. Ensuite, augmentation de 30 à 100% du flux sanguin cérébral. Là, on parle carrément de changer l'afflux de sang dans votre cerveau. Ensuite, la létalité, interaction entre les micro-ondes de faible puissance, les microwatts par centimètre carré / 0,4 à 3 GHz, et la fonction cérébrale, c'est-à-dire qu'on a mesuré à partir de quelle puissance en microwatts le cerveau pouvait se faire griller littéralement par les ondes. Page suivante. Archipel biologique, souvent sans empreinte. Alors sans empreinte, on parle pas des empreintes digitales, on parle qui ne laissent pas de traces. Les différents points, c'est 1. Bactériologique, les virus, les prions, les parasites, les champignons, les carcinogènes, les toxines, les hormones et les régulateurs, les armes biologiques mortelles à invalidantes, d'échelle de temps courte à longue, c'est-à-dire que des fois on se méfie pas, si une arme bactériologique, elle est peut-être pas faite pour vous tuer directement dans les quelques secondes, parce que les gens associent l'efficacité avec la rapidité, mais en réalité c'est pas comme ça que les militaires pensent. Si les militaires ont envie de prendre votre pays, ils peuvent aussi faire en sorte que ce soit la génération suivante qui ne naisse tout simplement pas. On vous met une arme bactériologique, ça vous rend stérile, et la génération d'après, votre peuple n'est plus là. On sous-estime trop souvent que les échelles de temps longues sont effectivement des choses qui sont prises en compte par les militaires. Point suivant, antiphone, antiflore et fonctionnel. Ça peut être une arme biologique très intéressante de vous mettre dans la famine, tout simplement en faisant en sorte que vos récoltes ne soient pas bonnes ou que vos cheptels meurent par des maladies.
Ensuite, binaire et indétectable direct, génomique naturelle, biohacking. Alors bon, génomique, tout le monde a compris qu'il s'agissait d'intervenir sur les gènes. Et le biohacking, donc là je vous renvoie encore une fois sur la dernière traduction que j'ai faite de Charles Morgan qui parle effectivement de biohacking. Pour ceux qui ne connaissent pas le sujet, je le résume rapidement. Il s'agit de pirater le corps humain ou la cognition avec des technologies, quelles qu'elles soient. Évidemment, on pense de suite aux nanotechnologies et les technologies existent. Page suivante. Quelques possibilités intéressantes de BW d'ici là. Donc, biowarfare, pour le coup, c'est-à-dire la guerre biologique. Donc, les points qui sont présentés, c'est aflatoxine, naturelle, partie par milliard, cancérigène. Pour ceux qui se posent des questions sur l'augmentation des cancers, ça pourrait être une piste. Variété aérienne d'Ebola, de Lassa, etc. Agents binaires distribués via des produits importés, vitamines, vêtements, nourriture. J'espère que vous mesurez ce que je suis en train de vous lire. Pathogènes ciblés génomiquement, individuels et sociétaux, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait faire des pathogènes qui ciblent génomiquement, c'est-à-dire génétiquement, des individus un par un ou des individus selon une société, c'est-à-dire on peut tout à fait faire des produits qui vont s'en prendre à tel peuple. Dernier point, campagne à long terme, sans empreinte, par opposition à guerre biologique, choc et effroi, c'est-à-dire faire de la guerre biologique non pas d'une manière, c'est-à-dire en pulvérisant quelque chose et tout le monde le voit et ça saute aux yeux à tout le monde, mais en faisant une guerre biologique qui s'inscrirait donc sur le long terme, c'est ce que je vous disais précédemment. Page suivante. Un calmant biologique existant, VEE, encéphalite équine vénézuélienne. Et là, on nous dit que c'est un agent de guerre biologique qui est idéal et incapacitant, qui a été utilisé comme arme par les USA et l'URSS dans les années 50-60, qui est facilement transmissible par aérosol, qui est hautement contagieux mais qui a un faible taux de mortalité, qui a 1 à 5 jours d'incubation, 3 semaines de récupération, testé sur des humains, c'est l'opération White Coat, et il n'y a aucun traitement disponible. C'est le genre de choses dont on ne s'attend pas forcément à ce que la NASA fasse ce genre d'exposé. Page suivante. Frontière du biologique sur le champ de bataille, à croissance rapide, /génomique, /in situ. Premier point, maintien en puissance. Donc, il y a différents points qui sont donnés. Alimentation, eau, entre parenthèses, sol, air, épuration. Ensuite, énergie, HC, H2, PV. Ensuite, médicaments, santé. Ensuite, informatique, vêtements, réduit considérablement la queue logistique et améliore les capacités. Le deuxième point, c'est la létalité, amélioration des capacités, blindage, dissimulation, camouflage vivant, capteur, identification du champ de bataille, armes biologiques, antipersonnel /fonctionnel, virus biologique dans un ordinateur biologique, explosif, par exemple, fixation de N2, c'est donc le diazote, croissance nocturne. Page suivante, ce qui est apparemment légal, entre guillemets. Premier point, armes antifonctionnelles et antipersonnelles à micro-ondes RF, donc à radiofréquence. Deuxième point, armes chimiques antifonctionnelles. Troisième point, armes chimiques à effet psychologique via les organes sensoriels, par exemple l'odorat. Quatrième point, armes chimiques d'incapacité du personnel. Entre crochets, non militaires, exemple prise d'otage, terrorisme, uniquement. Cinquième point, guerre psychologique, en caractère gras. Et nous savons que ces derniers temps, nous avons été particulièrement embêtés avec des psyops, des opérations psychologiques. Sixième point, les armes acoustiques. Septième point, micro-poussières mécaniques. Page suivante, explosifs non nucléaires, futur, pour armes volumétriques à effet de masse. Premier point, composite interstitiel métastable, entre parenthèses MIC cubane, de l'ordre de 6 fois l'explosivité de la TNT. Explosif air carburant poussière air, de l'ordre de 15 fois la puissance de la TNT. Libération d'énergie par liaison de contrainte, SBER, de l'ordre de 100 fois la puissance de la TNT isomère d'hafnium, entre parenthèses métastable. L'hafnium, il s'agit d'un élément chimique, c'est l'élément chimique numéro 72 du tableau périodique. Ensuite, ordre de 1000 à 100 000 fois la TNT. Donc là, on voit que selon la libération d'énergie par liaison de contrainte, nous avons différents ordres de grandeur. Et ensuite, dernier point, le bore atomique, le carbone et l'hydrogène.
Page suivante, matériaux à haute densité énergétique, HEDM, énergie, explosif, propulseur. Donc on a le N-tétraédrique, on a le borne atomique. Borne pour le coup c'était le nom d'un physicien en nucléaire, Max Born, en 1927. HE métastable, HZ métallique, isomère, antimatière, LENR. Page suivante, drone transocéanique. Donc on va nous donner des informations sur les capacités actuelles, que ce soit en poids, que ce soit en autonomie, en carburant et ce genre de choses. Fournit la capacité d'essaim indétectable et ultra bon marché contre les CONUS. Donc je vous rappelle une fois de plus que les CONUS, ce sont les États-Unis contigus ou les États-Unis continentaux. Point suivant, les charges utiles intéressantes de précision. Donc on va parler d'ISR, encore une fois, intelligence, surveillance et reconnaissance. C'est l'acquisition, le process, la distribution de l'information et du support d'intelligence pour le support militaire et la prise de décision, la coordination et ce genre de choses. Ensuite, poussière, explosif, intelligent. Cibler, exploser des camions de matières dangereuses, des usines chimiques, des entrepôts, des raffineries de pétrole, etc. J'attire votre attention sur le fait que nous n'avons vu que ça ces dernières années, des entreprises chimiques qui d'un coup explosent ou alors ont été mises en feu. Distributeurs biologiques, antipersonnes, objets et plantes. IWEMP, on parle de guerre d'information et d'EMP, effectivement tout ce qui est informationnel, les ordinateurs et ce genre de choses cessent si nous avons une impulsion électromagnétique. Combinaison de capteurs mine brillante miniature, CNT, ligne électrique, lame de fil. Page suivante, accélérateur d'ondes de choc. Donc là, les différents points sont frappe de précision globale à moindre coût. Pas de canon, rail cranté d'environ 200 pieds, HE détoné séquentiellement, et à distribuer de manière séquentielle. Mach 21 ou moins selon les besoins, jusqu'à 3000 livres. Base n'importe où, environ $200 par livre de projectile. Excellente furtivité, pas de panache, abordabilité, férocité, temps de réaction, capacité de survie, rappel, efficacité. Et dernier point, en cours de travail à Aberdeen et au NASA MSFC pour le largage de carburant et de nanostats. Alors la NASA MSFC, le MSFC, c'est le Marshall Space Flight Center, qui est situé en Alabama, à Redstone Arsenal, et dont la première mission était l'envoi de Saturne. Vous avez forcément entendu parler de Apollo. Et donc, en cours de travail à Aberdeen et au NASA MSFC pour le largage de carburant et de nanostats. Donc, une fois de plus, on voit que la NASA joue un rôle très important dans le militaire. En réalité, on se rend compte que la NASA cache ses intérêts militaires derrière des intérêts de conquête spatiale. Et j'attire votre attention là-dessus. C'est quelque chose où, normalement, maintenant que je vous ai dit ça, vous ne devriez plus jamais regarder la NASA comme vous la regardiez avant, c'est-à-dire comme une officine qui va vous expliquer « Oh, regardez, il y a une nouvelle nébuleuse. Oh, regardez, tel satellite remet en question l'âge de l'univers ou des bêtises de cet ordre-là. » Ils ne savent rien d'ailleurs sur l'univers. Il faut bien se mettre ça en tête. Page suivante, il s'agit d'une représentation qui est le slingatron. Donc je suis pas un spécialiste du slingatron, surtout que là il s'agit pas d'une simple bobine. On parle quand même d'une spirale de 12 tours dont la dimension semble être quand même assez grande puisqu'on parle d'environ 300 mètres. Alors je ne sais pas où de telles installations ont été faites, mais on imagine bien que cette chose-là n'est pas exactement un feu à induction pour faire chauffer l'eau des pâtes. La page suivante nous explique le slingatron pour une frappe de précision globale. Donc ça peut envoyer des projectiles de 100 grammes jusqu'à des milliers par minute. Portée globale ou inférieure, 20 millions de dollars par appareil et 80 mètres de diamètre. Propulsion magnétique au sol via un tube de guidage en spirale giratoire, un hula hoop multiple. Précision globale du pauvre. Arme de frappe de destruction. Donc il s'agit effectivement, le slingatron est donc une arme de destruction, une arme de frappe. Page suivante. Ciblage, connectivité de l'année suivante, etc. Frais généraux, systèmes militaires. Omniprésent, frais généraux, systèmes commerciaux. Et point suivant, frais généraux, systèmes scientifiques. Donc une fois de plus, militaire, commercial, scientifique, nous avons à nouveau notre complexe militaro-industriel. Dans le cadre de reconstruction inexpérimentée via micro-nano-satellite, communication optique / GPS, etc.
INEXP, omniprésente, complément UAV, donc les drones, hein, et HAL. Pour ce qui est des UAV et HAL, ce sont des désignations, donc une fois de plus, UAV, ce sont les drones. Hein. HAL, c'est l'acronyme de Haute Altitude, Longue Endurance. Donc il s'agit de drones qui peuvent voler très haut et voler très longtemps. Page suivante. Exemple, utilisation potentielle de programmes actifs, scientifiques internationaux de changement global pour les militaires concurrents, surveillance, renseignement, ciblage, évaluation des dommages. Moyens internationaux étendus en augmentation, base terrestre, navires, aéronefs, conventionnels, haute altitude, longue endurance, engins spatiaux, dédiés à la mesure, à l'échelle mondiale, des détails de l'état dynamique des terres, de l'atmosphère, des glaces, des océans, du biote, pour comprendre le système terrestre total, et les effets des humains sur l'environnement mondial. Donc là, on est en train de nous expliquer que toutes ces technologies permettraient en réalité de mesurer l'impact des humains sur sa planète. Deuxième point, couverture étendue, magnifique, souvent redondante, et suite d'instruments détaillés, entre parenthèses radar d'imagerie, SARS, LIDAR, radar altimètre, laser, radiomètre, diffusiomètre, spectromètre, capteur IR, donc infrarouge, magnétomètre, etc. Point suivant, terabit plus de données archivées facilement, publiquement disponibles, de plus en plus en temps quasi réel. Dernier point, les mesures d'échantillons comprennent OH, O3, HCI, NO, NO2, N2O, CO, CH2, HNO3, CO2 et H2O, aérosol, vitesse vecteur profil du vent, type de végétation, profil de température, profil d'humidité, humidité composition du sol, couverture profondeur teneur en humidité de la neige, réflectance des nuages de la surface, type couverture température de la glace de mer, température, sédiments, topographie, salinité, courant de l'océan, champ magnétique, émissivité réflectante de surface, indice de surface foliaire, topographie, utilisation de température, couverture du sol, élévation, topographie de la calotte glaciaire, champ, gradient de gravité, puis extension, température des incendies, distribution, température, teneur en glace des nuages en 3D, distribution de pression, hauteur, période, direction des vagues océaniques. On sent bien qu'on essaie de se renseigner sur tous les mouvements des éléments en fait sur Terre. Page suivante. Ensuite, les capacités de ciblage global sont une donnée. Le problème majeur est le LEGS, gamme de VR, pour des charges utiles systèmes de plus en plus miniaturisés et abordables. Et donc, là, on nous dit approche d'amélioration de la portée, 2 points, respiration aérienne ou respiration aquatique. Je vous renvoie encore une fois à ce que j'ai traduit de Charles Morgan, qui parle effectivement de pouvoir modifier la génétique des hommes, pouvoir acquérir le gène qui nous permet de respirer dans des faibles conditions d'oxygène, mais qui également pourrait permettre à certains hommes génétiquement modifiés de pouvoir, pourquoi pas, se passer de respiration une fois sous l'eau. Ensuite, boost initial pour la croisière, à la accélérateur d'onde de choc, donc là c'est conféré à l'accélérateur d'onde de choc que nous avons vu précédemment. Carburant HEDM, bord atomique carbone isomère, etc. Réduction de la traînée, entre parenthèses, vague frottement traînée due à la portance diamètre accru. Et dernier point, boost de manœuvre planage hypersonique. Page suivante. Résumé, influence majeure de l'informatique bio-nano sur la guerre future. Premier point, capteur multiphysique omniprésent, miniaturisé en réseau. Deuxième point, robotique automatique à grande échelle. Troisième point, frappe, ciblage de précision à longue portée. Quatrième point, guerre de l'info, guerre sur Internet. Cinquième point, mini, micro, nano, satellite, croisière, drone. Sixième point, armement biologique binaire. Et septième point, mines intelligentes, miniatures et omniprésentes. Page suivante. Limitations, inconvénients humains de plus en plus critiques. On va nous expliquer que l'humain serait trop grand, serait trop lourd, serait trop tendre, serait trop lent, physiquement et mentalement, et nécessiterait d'énormes trains logistiques, c'est-à-dire que les humains ont une valeur ajoutée qui décroît rapidement vers une valeur négative. En gros, la valeur humaine est complètement mesurée sur le barème du capital. On ne mesure absolument pas la valeur sentimentale, la valeur spirituelle de l'homme. Page suivante. Robotique à grande échelle. Entre parenthèses, sauve des vies, améliore l'accessibilité, redéfinit l'environnement de risque menace, améliore l'efficacité.
Sans surveillance, les munitions, les capteurs, les plateformes, c'est-à-dire dans l'air les UAV, donc les drones, en mer les UUV, c'est-à-dire les drones sous-marins, et terrestres les UGV, qui sont donc des véhicules sans pilote qu'on déploierait sur Terre. Et nous avons une accolade qui précise sur ces plateformes. Alors quand on parle de plateforme, il y a souvent les deux. Il y a d'un côté la plateforme et de l'autre côté ce qu'on va appeler la charge utile. La plateforme, c'est ce qui permet d'amener la charge utile à un endroit. Et la charge utile, c'est ce qui va faire quelque chose d'utile. Donc si par exemple je vous parle de l'injection comme d'une plateforme, eh bien la charge utile, ce sera quelle est la fonction de cette inoculation. Et donc cette accolade, elle explique en plusieurs points qu'il y a la logistique, le spoofing, pour le coup, le spoofing, c'est une attaque qui consiste à se faire passer pour source fiable, pour voler des données ou nuire à la réputation. L'obscurcissement, donc ensuite il y a marqué RSTA y compris NBC, défense dans tous les domaines y compris contre-reconnaissance embuscade. Ensuite attaque, franchissement d'obstacles, le tireur en particulier moot et déminage. Alors je ne sais pas ce qu'est le tireur moot. Page suivante, les caractéristiques émergentes des systèmes robotiques permises par les révolutions informatiques en cours, communication, capteurs, calcul, miniaturisation. Premier point, des systèmes experts vers l'IA et au-delà. Deuxième point, beaucoup plus réactifs que les humains, rythme considérablement accru. Troisième point, capteurs hyperspectraux, fusion de données grandement améliorée. Quatrième point, précision et létalité grandement améliorée. Cinquième point, abordabilité, miniaturisation grandement améliorée. Sixième point, redéfinition, risque, perte minimale. Et saluer le syndrome CNN. Alors le syndrome CNN, vous avez compris que à l'ère des guerres psychologiques, à l'ère des opérations psychologiques, les psyop, eh bien le syndrome CNN est évidemment quelque chose que les militaires mettent en œuvre. Et évidemment CNN, là en l'occurrence, il s'agit donc de la chaîne de diffusion d'informations. Et quand on parle de syndrome CNN, on parle d'absolument tous les médias. Et dernier point, logistique fortement réduite. Donc ensuite, nous avons un tableau que j'ai pas traduit qui parle de l'évolution du pouvoir d'un ordinateur par rapport à son coût et qui le compare à des êtres en fonction de leur complexité. Donc ensuite, page suivante, qu'y a-t-il au-delà des systèmes robotiques, entre parenthèses, capteurs, plateformes, armes, munitions? Premier point, robotique automatique qui va vers guerre autonome. La capacité informatique existera, entre parenthèses, au-delà des teraflops. Pour faire AT ou mieux, la connectivité requise est une donnée. Ensuite, les capacités des concurrents / le rythme mettent de côté les insuffisances innées des interactions humaines, éducation, délai de décision consciente. Ensuite, peu ou pas de troupes vers Acme Warfare Ltd. Acme, c'est une agence de... Je sais pas si vous connaissez les Toons. Ensuite, hiérarchie plate vers disparition de chef dans sa chaise. On parle encore une fois de supprimer les classes sociales. Ensuite, aspect humain de haut niveau, science douce, conditions limites. Et donc nous avons ensuite d'autres points qui sont développés. Sociologique, humanitaire, politique, environnemental, religieux, psychologique, économique, etc. Et tout ceci cadré par une accolade qui précise étendue, échelle, effet projeté, dommage, attrition du personnel, général à spécifique. Page suivante, guerre non explosive. Donc premier point, InfoWar, donc guerre de l'information, et IO, opération d'information. Deuxième point, guerre psychologique à grande échelle. Ensuite, antifonctionnel. Premier tiré MW, donc Mind War, chimie, biologique, micromécanique. Donc là, si on parle de guerre non explosive et qu'on commence à parler de Mind War, on comprend que c'est de la guerre mentale. Quand on commence à parler de chimie, on comprend bien qu'il s'agit de diminuer les forces de la personne chimiquement, biologiquement et micromécaniquement. Dernier point, antipersonnel, MWRF, micromécanique. Alors MWRF, il s'agit donc de guerre mentale par radiofréquence. C'est une fois de plus le domaine de Michael Aquino et de Paul Vallely qui ont théorisé ça et qui ont proposé ce livre en 1980 d'ailleurs, From Psyop to Mind War, The Psychology of Victory. Page suivante. Guerre naturelle, entre guillemets. Premier point, capteur. Utiliser des plantes, animaux, insectes in situ comme plateforme. Donc vous avez compris quand je vous ai parlé de tout à l'heure de plateforme et de charge utile. Donc là, en l'occurrence, l'insecte serait une plateforme.
Donc plateforme/instrument de capteur pour indiquer présence, mouvement, caractéristiques. Donc là, la charge utile, ce serait donc un appareil de détection qui donnerait des informations, qui prélèverait des informations et les transmettrait à un bord de commande. Ensuite, deuxième point, armes/munitions. Premier tiré, utiliser des animaux, par exemple des rats urbains. Insectes comme système de livraison, munitions, alimentation, essaimage, morsure, empoisonnement. Et dernier tiré, utiliser une capacité explosive destructrice in situ, par exemple hydrate de méthane offshore, barrage, etc. Page suivante, caractéristiques, capteur, munitions, agent, plateforme, futur, émergent. Premier point, on dit que c'est peu coûteux. Deuxième point, nombreux à horde, nuages, essaims. Troisième point, petit, léger, omniprésent. Quatrième point, facilement disponible, principalement des technologies de communication. Cinquième point, longue portée. Sixième point, volumétrique ou précis. Septième point, explosif et non explosif, les deux. Et huitième point, intelligent à brillant. Page suivante, augmentation potentielle future de l'efficacité disponibilité globale des armes de plusieurs ordres de grandeur à des coûts réduits de plusieurs ordres de grandeur. Un premier point, donc là on parle de biologique, de chimique, de moléculaire et de nano, computing, c'est-à-dire le calcul d'ordinateur. Ensuite, communication optique omniprésente, micro-nano-capteur omniprésent, armement biologique, essaim coopératif d'armes capteurs bon marché de petite taille, armement volumétrique et enfin cyber/vie artificielle au-delà de l'IA. Donc là, je vous laisse réfléchir à ça. Page suivante, asymétrie majeure, anti-américaine. Longue chaîne logistique de plus en plus vulnérable. Point suivant, long littoral indéfendable, notamment contre les menaces sous-marines. Point suivant, insensibilité aux pertes humaines, entre parenthèses, fortement renforcée par le syndrome CNN. Point suivant, vulnérabilité au terrorisme, notamment informatique et biologique. Ensuite, dépendance croissante à l'égard des actifs généraux vulnérables. Page suivante, vulnérabilité logistique potentielle en route. Les navires et avions logistiques de surface ne sont pas des LO et ne sont pas défendus. Ils pourraient être ciblés et détruits à l'intérieur du plateau continental par des œufs, entre crochets, missiles encapsulés flottants sous-marins implantés par des cargos, des submersibles ou des avions, des submersibles entre crochets, torpilles, missiles sous-marins, ensuite des UUV transocéaniques, c'est-à-dire des submersibles, des drones submersibles, des UAV, donc des drones, et des USV, donc des drones qui évoluent sur le sol, des accélérateurs d'ondes de choc, des navires de croisière, des TMB et des mines. Page suivante. Problème fondamental avec la projection de puissance future des États-Unis. Premier point. Les EAN peuvent avoir des magasins de la taille d'un pays remplis de hordes de munitions, de frappes de précision bon marché, déni de zone. Point suivant. Les forces américaines sont à court de balles et meurent, donc entre crochets, les armes à faisceau ne sont pas la panacée, des solutions de contournement peu coûteuses sont disponibles. Et dernier point, les sous-marins en eau profonde avec un gros chargement armement flottant ne peuvent survivre qu'avec une plateforme rapprochée. Donc on sent bien qu'on est toujours dans quelque chose qui a finalement peu de rapport avec la conquête de l'espace. Page suivante. Échantillonnage de PENETS de missiles TMB Cruise, issus d'études offensives de la guerre froide menées dans le monde entier sur les ICBM, IR, IRBM, RV pendant une trentaine d'années. Donc ce qu'on appelle les PENETS, donc les pénétrations AID, ce sont des appareils ou des tactiques qui sont utilisées pour améliorer les capacités d'un avion ou d'un appareil à toucher sa cible. ICBM, donc on va parler de missiles balistiques intercontinentales, et donc voilà, on parle là de missiles et d'antimissiles. Donc premier point, les leurres anti-capteurs. Deuxième point, revêtement ablatif sublimant, protection thermique et laser. Troisième point, injection de fluide, protection laser. Quatrième point, modification du sillage, anti-capteur. Cinquième point, blindage électronique optique, donc protection MW. Et ensuite, RAM-RAS, façonnage anti-capteur. Il y a ensuite une précision en dessous. Par exemple, les efforts actuels impliquant des armes à faisceau, donc laser MW, tuent des bêtes entrantes, non défendues, non assistées, et c'est jugé non réaliste. Page suivante. Solution de contournement potentiel pour les effets des armes à faisceau sur les capteurs communication de missiles. Premier point, capteur hors bord en réseau partout, surtout.
Deuxième point, communication optique. Troisième point, calcul optique fluidique. Et quatrième point, GPS optique. Pour toute cette partie, on comprend qu'il s'agit de brouiller des capteurs qui permettent aux ogives et aux lanceurs d'atteindre leur cible. Page suivante. Exemple de capacité d'attaque directe de CONUS. Donc CONUS, encore une fois, ce sont les États-Unis contigus. Entre crochets, il y a marqué environ 80% de la population infrastructure des CONUS à moins de 50 miles d'un littoral. On s'attend à ce que de suite, après le déclenchement des hostilités, qu'il y ait des capacités d'attaque des États-Unis. Donc ils s'attendent à une réplique. Et donc nous avons évidemment toute une réflexion qui concerne les capacités défensives à ce moment-là. Le premier objectif, c'est déjà de pouvoir déterminer quelle sera la menace dans ce genre de situation. Nous avons en premier point les UUV transocéaniques, donc les drones marins, les UAV, donc les drones aériens, et les missiles de croisière. Ensuite, nous avons les accélérateurs d'ondes de choc, les guerres de l'info, les guerres d'Internet, les guerres psychologiques. Ensuite, nous avons les AIPSS côtiers, donc AIPSS donc sont des submersibles qui n'ont pas besoin d'air, ils n'ont pas besoin de remonter à la surface, ils ne sont pas dépendants de remonter à la surface, ils ne sont pas dépendants d'oxygène et d'air. Et éventuellement, on les associe donc entre crochets aux mines, aux torpilles et SLCM, donc je suppose qu'il s'agit une fois de plus d'armes embarquées et pouvant fonctionner en étant déployées sur donc il s'agit là donc d'une charge utile et qui serait donc sur des plateformes de type submersible marin. Ensuite, on a donc le biologique binaire dans l'approvisionnement alimentaire. Ensuite, les œufs de missiles semi-submergés. Et enfin, les systèmes civils, donc les chevaux de Troie, ci-dessus en plus de ICBM-TBM, missiles intercontinental. IC, c'est intercontinental et balistique missile. Page suivante. Livraison nucléaire non conventionnelle. Premier point. Couler un navire au large, faire exploser pour produire des raz-de-marée avec de la mousse radioactive. Deuxième point, drones transcontinentaux, UUV, nano et IA. Ensuite, ballon GPS avec parachute de sport. Ensuite, des micro-roquettes groupées. Ensuite, cheval de Troie pour tout. Navire, bateau, avion, voiture, camion, colis, marchandises, conteneurs. Les effets ciblés incluent les raz-de-marée, les EMP, les tremblements de terre, les radiations et les explosions. Page suivante, exemple d'IW civil CONUS. Alors, par IW ici, on parle de guerre irrégulière, donc on peut éventuellement penser à des émeutes. On peut penser à de la guérilla urbaine et ce genre de choses. Et donc là, on parle d'exemples de guerre irrégulière, donc irregular warfare, sur les CONUS, donc aux États-Unis contigus ou continentaux. Premier point, si les ordinateurs du système bancaire national finissaient par s'effondrer. Donc il y a 3 sites nœuds, donc HEEMP, IW, C et B, attaquer les bâtiments, l'électricité, les logiciels, le matériel. Interruption irrécupérable du système de paiement national, international. Évidemment, c'est le genre de choses qui pourrait déclencher une guerre civile. Ensuite, chemin de fer, 4 sites, options d'attaque comme ci-dessus, tous les wagons de marchandises en réseau, tout le monde en juste à temps, pas de réserve de stock, puisqu'il faut savoir que dans les conditions actuelles du capital, nous sommes en flux tendu. C'est-à-dire qu'il arrive autant de choses dans le magasin qu'il en sort. Les seules zones qui stockent ont un flux tendu qui est de l'ordre de 3 jours. C'est-à-dire que très très rapidement, les marchandises qui sont achalandées dans les magasins, c'est terminé. Il n'y a plus rien. Et c'est pour ça que je vous ai parlé de ne pas dépendre des institutions publiques et privées. Parce qu'évidemment, lorsqu'on a des choses qui poussent dans notre jardin et que c'est sur cela qu'on repose pour manger, les flux tendus, on s'en fiche. Le capital, on s'en fiche parce que nous n'en dépendons pas. J'espère que chacun mesure l'importance de ce conseil et je vous souhaite à tous beaucoup de chance pour vous démener à faire de toute zone une zone potentielle où vous pouvez produire de la nourriture. Ensuite, dernier point, détruire l'industrie automobile, le réseau électrique, les élevages de poulets, tous les mouvements de matériaux de guerre, etc. En lettres majuscules. Donc voilà le genre de manière qu'ils auraient de provoquer des guerres civiles. Je laisse à chacun le goût de comparer ce genre d'affirmation avec la situation actuelle. Page suivante. La spirale révolutionnaire de la taille, capacité, coût de la guerre. Nous avons donc une série de propositions qui sont un enchaînement. Spirale au sens où c'est comme la spirale infernale, une fois qu'on a mis le doigt dedans, on finit au fin fond de la spirale. Et bien là, c'est développé sur 6 points.
Le premier, c'est l'électronique commerciale GNC Comms Capteur, beaucoup plus petit, moins cher, meilleur, permet 2. ES et précision, je ne sais pas ce que c'est ES, réduit considérablement la taille et le nombre de munitions requises, ce qui conduit à 3. Munitions plus petites, plus légères, mortelles, peu coûteuses. 4. Ce qui réduit la taille, le coût requis de la plateforme. 5. Ce qui est encore réduit par également activé, automatique, robotique, inhabité. Et finalement 6. Combiné avec des matériaux, fabrication révolutionnaire, beaucoup plus légers, moins chers pour la structure et l'énergétique, propulseur ogive, ce qui donne une guerre bon marché. Donc effectivement, on se rend compte que la spirale révolutionnaire, c'est cette espèce de mouvement intégré à la pratique elle-même. C'est comme le capital, une fois qu'on a mis le doigt dedans, quelques millénaires après, nous nous retrouvons dans la situation actuelle. Eh bien là, c'est pareil, mais pour ce qui est de la taille et de la capacité et du coût de la guerre, petit à petit, les choses sont obligées de diminuer en coût et de s'améliorer en puissance. Page suivante, c'est une simple phrase qui dit « Et puis, il y a la nano ». Donc page suivante, guerre du futur à moindre coût. Donc nous avons plusieurs points. Premier point, guerre info/net, guerre de l'info et guerre d'internet. Biologique binaire, antifonctionnel et faune. Ensuite, non létaux, mine miniature à capteur brillant, micro et nano satellites, LO long leg de précision, UUV, donc les drones submersibles, UAV, les drones tout court, en l'air, et les missiles de croisière. Ensuite, ISR, COMS, ISR, donc c'est relatif à l'intelligence et donc tout ce qui est intelligence, surveillance, acquisition de cibles et de reconnaissance. Ensuite, accélérateur d'ondes de choc. Page suivante, concurrent pair de l'année d'après. Le concurrent pair n'est plus défini par le mégatonnage d'artefacts en acier et en aluminium obsolètes de l'ère industrielle. L'investissement d'entrée considérablement réduit, permis par la guerre à moindre coût, garantit que presque n'importe quelle nation ou organisation de taille importante peut être un pair militaire très inquiétant. Donc effectivement, on comprend bien qu'à l'heure où l'armement est de moins en moins cher, de plus en plus létal, et que il suffit juste que les technologies circulent pour que tout le monde soit également armé de la même manière, ça change radicalement la donne par rapport à l'époque où il n'y avait que les puissances nucléaires qui pouvaient s'imposer sur le reste du monde. Dans ce cas précis, on comprend bien qu'il y a un intérêt à être le plus avancé possible sur cette technologie et à très rapidement prendre la domination des concurrents, de sorte qu'à ce qu'ils ne soient jamais soumis eux-mêmes. Page suivante, quelques possibilités intéressantes. Marquage nano dissimulé avec interrogation MW de tout le monde, imprimé pendant la fabrication, la maintenance, etc. Et donc là, on parle de faire comme un genre de code barre, mais de tout. C'est-à-dire que tout va comporter une sorte de code barre en mode tag, donc marquage, et nano, donc ce qu'on appelle nanotag, on en a déjà parlé précédemment. Détonation de gisements d'hydrate de méthane au fond des mers pour produire des raz-de-marée de niveau tactique stratégique contre les régions littorales. Donc le jour où vous voyez ce genre de choses, vous comprendrez peut-être que ce n'est pas la nature qui fait ça, mais qu'il existe effectivement des armes qui permettent de faire des raz-de-marée. Et enfin, dernier point, fin de la furtivité via des capteurs multistatiques et multiphysiques omniprésents fonctionnant sur Take a Vote. Page suivante, anti-accès. Premier point, mine. Deuxième point, horde essaim, magasinage dispersé de la taille d'un pays, de petits drones de croisière, d'UAV peu coûteux, géniaux, de micro-roquettes, de projectiles BWA Slingatron. Ensuite, ça continue avec les UUV, par exemple RPG sur des jet skis. Donc là, on parle de système de défense. Ensuite, Tyvek-Net. Là, en l'occurrence, je ne peux pas vraiment expliquer ça. Je sais que les Tyvek, en fait, c'est une fibre semblable à du papier qui a été développée par Dupont. Dans ce contexte, je ne sais pas pourquoi cela est mentionné et je ne sais pas ce qu'est un Tyvek-Net. Si jamais des gens ont des informations, je suis preneur. Ensuite, APOD. Donc les APOD, c'est Assistant Payload Operation Director. C'est un terme qui est spécifique d'ailleurs à la NASA et cela désigne les directeurs adjoints des opérations de la charge utile. Et donc SPOD, il s'agit des opérations de débarquement de ports marins, d'usure / de destruction. Là, on est dans un langage très abscon. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir vous donner plus de détails. Je fais ce que je peux, sachant que je n'ai pas de culture militaire. Ensuite, EMP, IWIO. Donc, on parle encore une fois d'impulsion électromagnétique, de guerre d'information et ce genre de choses.
Ensuite, TMB, cruise, HPM, laser. Dernier point, le réseau de capteurs. Donc là, en l'occurrence, on pense évidemment aux capteurs nano. Page suivante, contre-mesure à la domination de l'information américaine. Donc EMP, conventionnel, ou alors isomère autre HEDM, nuc. En fait, il faut savoir qu'une bombe atomique fait elle aussi une impulsion électromagnétique. Donc il en existe de plusieurs types. Les impulseurs électromagnétiques comme tels, et les impulsions électromagnétiques qui sont la résultante d'une bombe atomique. Ensuite, brouilleur en grand. Donc là, on parle de capacité de brouillage de communication. Alors, FRIR, le terme s'est traduit, je ne me rappelle plus ce que c'était sur l'original. Ensuite, on va parler de MW, de laser, d'explosion. Ensuite, on va parler d'anticapteurs, divers dont D et D, que je ne connais pas. Ensuite, des logiciels de subversion, tromperie, décimation, cheval de Troie, virus, etc. Autre ESIW, donc pour profiter de ces logiciels pour faire là aussi de la subversion. Ensuite, autre point, chaos, excitation des non-linéarités des circuits. On parle certainement de circuits logistiques à ce moment-là. Et dernier point, les guerres psychologiques. Page suivante, contrer la logistique américaine. Premier point, supprimer tout ce qui est prépositionné. Deuxième point, nanophysique omniprésente et peu coûteuse. Troisième point, capteurs militaires, scientifiques et commerciaux hyperspectraux, terrestres, maritimes, aériens, spatiaux. Étiquette nano, alias sensor web. Quatrième point, transport aérien maritime de cibles attrites au-dessus du plateau continental via des mines brillantes et des avions de croisière, des drones, des UUV, des TMB, des micromissiles, des œufs de missiles submergés prépositionnés, des armes SSAL Vortex, y compris SubSam. Vous pouvez aller faire vos recherches, BWA, pareil, Slingatron, manpads automatiques dans les États-Unis continentaux, via Blast, EMP, etc. Donc impulsion électromagnétique. Dernier point, petit nombre de ports aérodromes militaires dans les États-Unis continentaux. C-17, C-15 et C-141, RORO, autres navires, les trains à l'intérieur des États-Unis continentaux ne sont pas LO non défendus. Donc plus ça va et plus Bushnell utilise d'acronymes qui ne nous facilitent évidemment pas la tâche, mais je pense que vous avez déjà compris à quoi nous aurions affaire. Page suivante, anti-USA, stratégie tactique de la RMA. Donc, menacer le bio pour forcer le portage, dégrader l'efficacité. Deuxième point, maintenir les forces hors de portée des chasseurs à pattes courtes. Point suivant, attiser les plateformes JS-STAR, AWAC, ABLM, Missile Cause, etc. Point suivant, miniaturiser, disperser tout, pas de cible, grande, massive, inintéressante. Point suivant, utiliser des communications optiques GPS, VJAM difficile à dégrader. Point suivant, opérer à partir des villes entités commerciales internationales. Point suivant, dégrader la domination de l'information américaine. Et dernier point, renseignements sur les machines guerre automatique. Boucle OUDA, beaucoup plus serrée, plus rapide que les opérations humaines. Et donc, boucle OUDA, il s'agit d'un modèle de prise de décision qui va utiliser comme ça l'acronyme OODA pour observer, orienter, décider et agir. Donc effectivement, on parle là d'un diagramme en fait, d'une boucle opérative. Et donc dans ce cas précis, les OUDA seront donc plus serrés. Page suivante, exploiter le syndrome CNN. Premier point, couler des porte-avions via des attaques en essaim. Deuxième point, capturer, torturer des Américains en live en couleur aux heures de grande écoute. Ensuite, attaque terroriste au sein du territoire des États-Unis, du territoire continental des États-Unis. Entre parenthèses, biologique, binaire, infrastructure critique. Takedown IO et IW, EMP, RF contre le cerveau, etc. On parle là de shunter l'énergie, aussi bien des appareils électroniques que des capacités mentales des gens. Ensuite, dernier point, guerre psychologique sérieuse. Donc, il s'agit plus seulement de faire des petites psyop, des petites guerres psychologiques, mais là, on parle de guerre sérieuse. Donc, exploitation de dommages collatéraux, etc. Page suivante, les technologies clés. Premier point, fabrication de formes libres, point d'utilisation. Deuxième point, au-delà de l'informatique sur silicium, quantique, optique, biologique, nano-moléculaire. Troisième point, communication optique, navigation. Quatrième point, nanocapteurs, étiquettes, matériaux, robots, GNC. Cinquième point, explosifs et propulseurs HEDM, nanopoudre, cubane, SBER, isomère, LENR, thermobarique, laser, FS nuc de quatrième génération. Sixième point, antipersonnel, matériel, binaire, biologique, MW.
8e point, robotique, intelligence artificielle. 9e point, essaim de tout miniaturisé, brillant, léger, faible consommation, bon marché. Et enfin, satellite donc, les armes, les robots, les capteurs, les mines, etc. Page suivante, militaire fondamental, problème, mesure. Premier point, abordabilité, entre crochets, la guerre à moindre coût. Deuxième point, survivabilité, entre crochets, on peut tout voir, tout ce qu'on voit, on peut le tuer. Troisième point, efficacité, entre crochets, létalité des armes de précision et volumétrique, fermez les crochets. C'est-à-dire des révolutions simultanées en cours dans les 3 principales mesures de la guerre. Voilà à quoi on s'attend. Page suivante, étant donné les superbes, omniprésentes suites de capteurs et les capacités de frappe de précision mondiale, l'année d'après, les éléments suivants ne seront pas survivables. Les APODS et SPODS dont j'ai parlé tout à l'heure, les pistes d'atterrissage, les navires de surface, les avions habités, logistique de combat, en raison de leur taille et de leur signature multiphysique. Page suivante, concernant les études stratégiques de défense USA à plus long terme actuelles. Presque entièrement dédiées, concentrées sur les opérations défensives, dans tous les domaines, armée, marine, forces aériennes, marine, OSD. Point suivant, prise en compte apparente totalement inadéquate de la défense. Défense de CONUS, donc les États-Unis continentaux, en particulier contre les attaques sous-marines côtières à court temps de vol. Défense des forces offensives, entre crochets en particulier en termes de définition des capacités de l'ennemi après le prochain. Et réponse à ce sujet, bon là, encore une fois, moi je ne fais que lire le plan de l'entrevue de Monsieur Bushnell. Et dernier point, défense des moyens logistiques, notamment en dehors du théâtre. Page suivante, scénario typique, démantèlement des USA par 10 personnes et moins de 10 millions de dollars. Premier point. Bio-binaire, via les vitamines, vêtements importés, etc. Approvisionnement en nourriture. On parle d'empoisonner les ressources. Deuxième point, bioterrorisme, par exemple, aflatoxine. Troisième point, IW, habituel, plus physique contre les nœuds clés tels que les chemins de fer pour faire tomber l'économie. Donc IW, on parle donc de guerre non conventionnelle. On parle de guérilla urbaine et de révolution. Quatrième point, RF, MW, antipersonnel sélectif. Donc là, on parle de guerre mentale et de rayonnement par micro-ondes et radiofréquences. Cinquième point, contamination de l'approvisionnement en eau via des drones intercontinentaux accompagnés de guerre psychologique grave, souligné, et en grandes lettres capitales. Page suivante, résumé des tendances. Premier point, Télétout. Point suivant, les États-Unis ne sont qu'un parmi tant d'autres sur le plan économique. Troisième point, guerre à moindre coût, de nombreux pairs potentiels. Ce qu'on entend par pairs, ce sont des adversaires. Quatrième point, guerre de plus en plus robotisée. Cinquième point, projection de puissance survivable abordable via des sous-marins en eau profonde et des accélérateurs d'ondes de choc. Et dernier point, les États-Unis continentaux et la défense logistique de plus en plus inquiétant. Page suivante, de la Commission américaine sur la sécurité nationale, 21e siècle. Premier point, il sera bientôt possible de connecter des cellules cérébrales humaines à des puces de silicium. 2. Grâce à la technologie informatique, nous assisterons à la mort de la distance. 3. Plus de 2/3 des satellites sont détenus par des étrangers. 4. Des attaques de missiles à grande échelle pourront submerger les systèmes défensifs. 5. Développement de pathogènes génétiquement modifiés qui contrecarreront nos mesures, nos cycles de détection et nos défenses biologiques. À quoi est-ce que vous pensez si je vous parle d'un pathogène génétique qui empêche les défenses biologiques normales? Vous pensez forcément à la même chose que moi. Page suivante. Aux alentours de 2025, donc vous comprenez bien qu'il y a un intérêt à lire ce document maintenant. Premier point, des machines aussi créatives / intelligentes que les humains, la robotique est la norme. Deuxième point, Warstopper d'ordre 0, donc rien qui peut arrêter la guerre. La biologie binaire dans la distribution agricole alimentaire nationale. Système, chaque maison, chaque trou de renard. Troisième point, niveau de préoccupation suivant, tout micro à nano. Omniprésent, bon marché, capteur, munitions, essaim, horde d'armes. Dernier point, l'attrition du champ de bataille, le syndrome CNN oblige l'armée américaine à ressembler / agir comme le SOCOM. Alors, je fais une parenthèse sur le SOCOM. Il s'agit des opérations spéciales de commande aux États-Unis. Page suivante, proposition, principaux problèmes de guerre future des États-Unis, entre parenthèses, 2025. Donc, la défense des États-Unis continentaux, exigence, approche potentielle, la défense / protection logistique dans et hors du théâtre,
Troisième point, la capacité de survie ou d'efficacité des forces américaines sur et à proximité du terrain d'entraînement, à l'ère des capteurs hyperspectraux multiphysiques omniprésents et abordables, des frappes de précision, des armes volumétriques, des essaims et des munitions renforcées. Il y a la suite sur la page suivante, donc quatrième point, la guerre non explosive, entre parenthèses, guerre psychologique, guerre biologique, guerre informatique / réseau, guerre anti-opérabilité, armes à faisceau, y compris les fréquences radio, usurpation / camouflage. Le cinquième point, guerre robotique, grand format, meilleur que l'IA humaine et cybervie. Et sixième point, approches alternatives de projection de puissance, par exemple profondeur des eaux profondes, sphère de la mort, accélérateur d'ondes de choc, etc. Page suivante, future projection de puissance. Premier point, les humains tiennent au lieu de prennent le terrain, entrent après désinfection. Deuxième point, désinfection via guerre non conventionnelle, donc les guerres civiles, et guerre psychique. Ensuite, armes à portée mondiale. Et donc nous retrouvons ce fameux BW ou A-Slingatron. Ensuite, sous-marin en eau profonde à gros chargement avec nageur. Ensuite, tout robotique avec armement volumétrique, guerre non explosive. Page suivante. Futur des SOF. Alors les SOF, ce sont les forces d'opération spéciales. Premier point, devient la seule force de frappe humaine survivable, donc armée / marine forcée de devenir comme les forces d'opération spéciales. Deuxième point, de plus en plus, le FBI d'outre-mer pour contrer la puissance destructrice de plus en plus grande, donc IO-Bio-ADM. Alors par bio-ADM, on parle d'adroméduline active, circulante, biologique. J'invite les spécialistes à venir détailler ce genre de choses dans les commentaires. Je vous serais très reconnaissant de donner un petit peu plus d'informations là-dessus. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'études à ce sujet et je ne suis cependant pas qualifié pour pouvoir présenter le sujet en l'état actuel. Donc de plus en plus le FBI d'outre-mer pour contrer la puissance destructrice de plus en plus grande et horrible des individus et des groupes. Point suivant, les opérations impliquent des suites de capteurs d'identification omniprésents, omniphysiques, de plus en plus difficiles à gérer, peu ou pas d'interstices exploitables, pour le travail secret clandestin, le défi. Page suivante, guerre future, la défense contre les multiples méthodes de livraison conventionnelle et non conventionnelle de munitions volumétriques et de précision de l'année en cours n'est ni faisable ni abordable. Deuxième point, approche de défense nationale suggérée, travailler sur la technologie, le renseignement, la diplomatie et les services d'opération de commande des États-Unis pour la détection, l'interdiction, la déviation des phases de pré-livraison, entre parenthèses, cause de guerre, processus de motivation et de décision, conception et construction, test. Et, dernier point, travailler et publier une récidivité vraiment efficace pour dissuader les livraisons à la MAD. Page suivante, changement de la nature de la guerre. Et là, nous avons donc des groupes de mots qui sont organisés comme sur un tableau, où nous avons donc, sur la colonne de gauche, écrit chasseur-cueilleur, puis agricole, puis industriel, puis informatique, bionano. Donc on comprend que c'est la liste qui a été donnée au début de la conférence où on nous explique que il y a les différentes ères, les différentes phases de civilisation des êtres humains qui commencent par les chasseurs-cueilleurs, puis ensuite l'ère agricole, puis ensuite l'ère industrielle, puis ensuite l'ère informatique qui finalement débouche sur le bio et le nano. Et donc pour chacune de ces catégories, nous avons donc des descriptifs de nature de guerre qui sont donnés. Donc pour les chasseurs-cueilleurs, les terrains de chasse, les bandes tribales et le lancement à la main. En agricole, ce sont les terres agricoles cette fois-ci, et il y a déjà des armées professionnelles et on lance à la main. À l'ère industrielle, nous avons donc les ressources naturelles qui deviennent le nouveau terrain de chasse, des leviers massifs et la mécanique et la chimie pour remplacer le lancement manuel. Et à l'ère de l'informatique bio-nano, nous avons la rupture sociétale qui devient le nouveau terrain de chasse, où tout le monde est impliqué et où l'informatique, la biologie et les bots deviennent effectivement la nouvelle arme. Page suivante, les lacunes de la planification des RMA-NPS. Alors, ce qu'on entend par RMA, ce sont les révolutions dans les affaires militaires. Donc, c'est un terme qui est propre à la stratégie, la théorie militaire sur l'avenir de la guerre, souvent lié à des recommandations technologiques et organisationnelles pour la réforme militaire. Aux États-Unis, la RMA est souvent liée à des discussions telles que le plan de réorganisation de l'armée américaine et l'intégration totale des systèmes. Donc premier point, indication des chemins innovants que les adversaires pourraient prendre ou comment ils pourraient adapter les technologies du monde civil, entre parenthèses, en cours d'élaboration dans les jeux de guerre techniques.
Deuxième point, le chemin des systèmes et capacités d'aujourd'hui à ceux hypothétiques pour l'avenir 2020 et plus. Page suivante, ce qu'il faut. Année d'après, donc 2030, vision sérieuse, holistique des changements de guerre résultant des révolutions technologiques, informatiques, biologiques, nano, virtuelles en cours. Premier point, cela n'existe pas, les tentatives de pare-choc existent. Alors là, certainement que c'est une expression qu'il doit détailler Monsieur Bushnell, je ne peux pas expliquer ce point. Deuxième point, tous sont d'accord, la guerre deviendra de plus en plus robotisée et probablement plus abordable, les essaims de capteurs, tireurs sont une évidence. Troisième point, une vision à plus long terme de ces changements permettrait de cartographier à partir du présent, pas du tout sans savoir clairement comment y arriver à partir d'ici, car on ne sait pas où se trouve là-bas. Donc effectivement, ils sont en 2001, ils ont encore des choses à comprendre et à détailler pour pouvoir mener leur projet, donc il s'agit d'une projection. Page suivante, c'est une citation de Simpkins dans Race to the Swift de 1985. La guerre entre des armées de masse alourdies par un équipement baroque est devenue un sport du tiers-monde. Le monde avancé, trop vulnérable pour survivre à une guerre d'usure ou de destruction massive, doit apprendre à mener ses affaires à la rapière par la menace ou l'utilisation de petites forces spécialisées exploitant le rythme élevé et la surprise stratégique. Fin de citation. Je ne vais pas commenter, je vais directement à la page suivante, on a bientôt fini. Sur la page suivante, il est écrit « Dans la seconde moitié des années 1900, la guerre nucléaire/biologique était impensable. Dans la première moitié des années 2000, la guerre conventionnelle pourrait devenir si meurtrière/efficace qu'elle deviendrait impensable. » Entre parenthèses, killer apps disponibles pour atténuer les causes de la guerre. Alors par killer apps, on parle d'applications tueuses. Dans ces conditions-là, je sais pas vraiment comment le conjuguer avec ce qui vient d'être dit. Page suivante, approche pour contrer le déploiement collectif/individuel d'armes de destruction massive, IO/bio. Prévention, éducation universelle peu coûteuse basée sur le web, biomasse via irrigation de l'eau de mer. Découverte, analyse de toutes les sources de renseignement, fusion, IA. Et préemption-rétribution, force d'opération spéciale, entre parenthèses, étranger. Et donc, la dernière page, réaction, entre parenthèses, habituelle à cette présentation. Donc là, Monsieur Bushnell explique qu'il a l'habitude de donner ses conférences, et donc il a une série de réactions dont il a l'habitude de les gérer. Évidemment, en général, quand on fait une conférence comme ça, à la suite, eh bien, on va répondre aux questions des spectateurs, des gens qui sont venus écouter. Et donc, il les prépare d'entrée de jeu. Il leur dit ça en 6 points. Premier point, tout ça est dans la case trop difficile. Deuxième point, personne ne l'a encore fait, donc personne ne le fera. Troisième point, il ne ferait pas ça. Quatrième point, nous devons espérer qu'il ne le ferait pas. Ensuite, pourquoi y aller? On ne peut pas s'en défendre. Et ensuite, une certaine incrédulité, mais on s'accorde à dire qu'il y a trop de choses à ignorer. On comprend bien que l'objectif de Dennis Bushnell, c'est d'engager les États-Unis à couper l'herbe sous le pied de toutes ces possibilités-là. Et donc, il fait son travail de militaire, et vous comprenez à ce moment-là, une des faiblesses de la civilisation humaine actuelle, c'est que forcément, si nous avons de l'armement qui augmente et des chefs militaires de plus en plus performants, plus le temps avance et plus les militaires vont se mettre à prévenir des situations absolument abominables avec des armes absolument abominables en retour. Et finalement, on se retrouve avec une motivation qui vient à la fois des militaires, à la fois du capital, à la fois de l'industrie, voilà le complexe militaro-industriel, et qui finit par créer notre avenir, alors même que nous sommes censés, on nous chante, on nous parle de démocratie, évidemment c'est n'importe quoi, alors que en démocratie, en principe, le peuple n'a jamais demandé à ce qu'il y ait des améliorations au forceps de cette manière-là. Nous en avons donc fini avec ce document de Dennis Bushnell. Je vous souhaite donc une meilleure année 2025 que celle que la NASA envisageait dès 2001. Si vous n'avez pas d'idée de résolution pour 2025, je vous suggère comme d'habitude de cultiver votre souveraineté et votre résilience et de vous orienter vers le plus d'indépendance aux institutions privées et publiques possibles. Prenez soin de vous.